Bonjour à tous et bienvenue dans ce 27e épisode de Starling, le meilleur podcast Yoshi du game en France et le seul à vous faire découvrir Stardom et Seedling avec passion comme toujours. Je suis évidemment en compagnie de Miano. Miano, comment vas-tu ? Bonjour à tous, ça va très très bien. J'espère que vous avez tous préparé votre carton de bingo parce qu'il y aura beaucoup de cases à cocher aujourd'hui. Ah ça c'est sûr, on a eu un pay-per-view Stardom. C'était Yes. exactement, voilà, je trouvais pas le mot. C'était du Stardom classique. Alors, on pouvait pas faire plus classique. On va y revenir. Il y a énormément de choses à dire et surtout pour ma part, une très grosse déception, mais je vais y revenir un peu plus en détail. Il y avait quand même de très très bonnes choses. Ah, moi, j'en ai pas vu beaucoup des très bonnes choses. Ah, t'inquiète, je serai là pour soutenir Stardom comme toujours Depuis si longtemps, évidemment. depuis si longtemps, et oui. Miano, le grand défenseur de Stardom. Et dans les derniers épisodes, vous commencez à en avoir l'habitude, hein. On commence à percevoir vraiment qui est qui dans ce podcast. Est-ce qu'on serait pas en train d'aller vers un heel turn petit à petit ? Tu serais pas en train de rejoindre tout doucement Seedling, quoi, passer du côté Non, obscur ça de faut la pas force. déconner non plus. Je veux bien passer du côté obscur de la force, mais que pour Stardom, parce que Seedling, avant que je m'y mette, bon. Eh ben, préparez-vous parce que c'est demain justement à l'heure où on enregistre. Ouais, ben écoute, on va y revenir après en plus si tu veux. On pourra en faire une petite preview Ouais. si tu veux nous. Ça va vite fait en 5 minutes à la fin, vu qu'on aura quand même beaucoup de choses à dire sur ce D1 du 5 star. Donc Ouais, on va ouais, prendre ouais, notre ouais. temps Tout et à ça va fait. bien se passer. Bien sûr, toujours, ça va bien se passer, t'inquiète pas. Mais bon, avant tout ça, on va, comme toujours, aborder l'introduction. De toute façon, bon, cette semaine, rien de spécial. De toute façon, oui, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de projets qui sont prévus. On va essayer de vous reposter les réactions live. C'est vrai que ça fait un petit moment qu'on n'en a pas posté, mais en fait, le projet avec l'histoire, là, ça nous a pris beaucoup de temps. En plus, avant aussi, avec le guide. Ça a pris pas mal de temps et ça a fait qu'on était extrêmement focalisé là-dessus et donc on n'a pas trop eu le temps de poster des réactions live pour ceux qui sont abonnés au Patreon. Donc on va refaire ça, on va reposter ça évidemment. Désolé d'avoir oublié, de ne pas l'avoir fait, je m'en excuse. Mais on va y revenir. Et évidemment, voilà, merci pour tous vos retours. On a pu voir que le podcast, l'onglet podcast sur YouTube est en train de très bien marcher. Ça a l'air de plaire plus que la version podcast sur les plateformes comme Spotify ou Deezer. Enfin, pour l'instant, de ce qu'on voit du dernier épisode. Donc c'est pas mal. Et on va continuer là-dessus, puisque apparemment il y en a qui trouvent ça plus simple et tout. Donc dans tous les cas, c'est une possibilité que vous avez toujours. Donc voilà, c'est cool. Vous avez ça à votre disposition. Et voilà, nous, ça nous fait plaisir de pouvoir mettre ça sur YouTube. Et voilà, en tout cas, merci à tous, merci à ceux qui sont abonnés au Patreon, comme toujours évidemment. Dans l'ordre, Pip, Corwin, Amri, Psycho, Roi Lord, Yanis Papis, Julien, Mibouro, Florian et Trikitov. Donc merci à vous 10. Et comme toujours, voilà, c'est grâce à votre soutien qu'on peut continuer de vous faire tous ces projets-là qu'on a, etc. Là, pour l'instant, en termes de projet de Starling, comme j'ai dit, il va pas y avoir grand chose pour le reste du mois, en tout cas c'est quasi sûr. Peut-être qu'en août il y a quelque chose qui sortira. On a commencé vite fait à en discuter avec Miano, mais on y reviendra, on verra si ça sort en août ou en septembre. Il faut qu'on arrive à se caler une date pour faire ça. J'ai aussi une autre idée de vidéo sur YouTube que j'aimerais faire, mais je vais y revenir un petit peu après. Enfin, je vous en reparlerai au moment voulu. Mais en attendant, pour l'instant, il n'y a pas grand chose, puisqu'en plus de ça, je suis en train de travailler ailleurs sur d'autres projets, notamment sur Strong Style. J'ai une vidéo sur laquelle je dois faire. Donc voilà, vous pouvez suivre ça une fois que ça sortira si jamais vous voulez. Et ensuite, je me refocaliserai un peu plus sur Starling avec ces deux vidéos dont on va voir avec Miano comment on va organiser tout ça. Ben voilà, c'est tout pour l'introduction. Je pense qu'on peut passer sans plus tarder à la partie Stardom. Donc c'est parti.
Donc, dans cette partie Stardom, on va aborder principalement le 5 star, le Day 1 du 5 star qui a eu lieu il y a 2 jours déjà. Donc on va revenir sur chaque match un par un, on va donner nos avis etc. Sur les décisions qui ont été prises et une fois qu'on aura fait la review de tout ce premier show, de ce pay-per-view, on va revenir sur qui est en train de lead son bloc, enfin celles qui on va vous faire un update en gros voilà sur les points sur chaque bloc etc. Parce que c'est plus simple pour s'y retrouver et je pense que voilà ça pourra vous aider à mieux suivre. Ensuite on abordera je pense la partie seedling. Et juste avant, non pardon, voilà, c'est ça que je voulais dire. On va aborder vite fait le prochain pay-per-view puisque ça a été annoncé, celui du 13 août là pour Stardom X Stardom, donc on va y revenir et on va aborder un petit peu ce qui se passe. Je vais juste annoncer les matchs et voilà, on va dire notre opinion dans sa globalité et on verra pour notre épisode pour tout ce qui est pronostic. Ouais, parce que sur la fin de show, il va y en avoir des choses à dire aussi. Ouais, je pense qu'on va beaucoup développer sur ça surtout. Donc voilà. Écoutez, on commence avec le début de cette carte. On avait un pré-show, c'était un gauntlet match là en tag, c'était un 6-woman. Donc je vais juste dire vite fait ce qui s'est passé sans trop rentrer dans les détails. On a commencé avec Lady Simiyu Hamasaki et Ina contre Koguma, Momokogo et Saya Ida. On a Koguma qui pin Ina et ensuite c'est Tekla, Mai Sakurai et Mei Seira qui viennent. Mai Sakurai elle arrive à pin Momokogo. Puis après c'est l'équipe de Saki Kashima, Yuna Mizumori et Anako qui viennent. Mei qui pin Anako. Et du coup l'équipe de Mei remporte. Donc voilà, c'est Mei Yoshizuki qui arrive à remporter ce match. Voilà, rien de plus à dire. Ça met un peu en avant la manière dont ils essaient de nous la booker. Rien de surprenant, rien de mauvais, rien d'exceptionnel. Ça fait le taf, voilà, rien de plus à dire. On passe au prochain match, du coup, enfin le main show. On avait le début du coup du 5 star. Avant toute chose, je voulais quand même souligner cette intro qui était quand même extrêmement bonne. On a eu la stage qui était absolument magnifique. Ils nous ont mis une espèce de rideau comme ça et dessus ils ont diffusé toutes les anciennes gagnantes dans l'ordre. Donc voilà, c'était super. Le montage était très bien fait. On a eu des belles choses et tout. C'était vraiment bien fait. Et c'était une super intro. Et juste après en fait le rideau s'est levé et il y avait toutes les catcheuses qui étaient dans le ring et qui sont sorties une par une à chaque fois quand on les annonçait. Donc voilà, c'était une super intro. Tous les ans ils nous font des intros de plus en plus bonnes. Avant ça commençait, elles étaient directes sur la stage là où on les voyait directement. Là en fait elles étaient déjà dans le ring et ensuite elles sont allées sur la stage, donc j'ai trouvé ça plutôt pas mal. C'était une bonne idée, ça a permis de voir toutes les catcheuses une par une, etc. Et en fait, plus on avance dans le temps et plus j'arrive personnellement à me rendre compte d'à quel point Stardom a de plus en plus de moyens et est en train d'exploser. Quand on compare à quand j'ai commencé en 2019, ça avait absolument rien à voir. Et là, on a des gros trucs comme ça, donc en tout cas, ça fait plaisir à voir. C'est ce genre de show, ce genre de production que j'aime beaucoup et c'est pour ça que je suis autant attaché à Stardom parce que j'aime beaucoup l'habillage, leur manière de faire les pay-per-view, leur production, etc. Je trouve ça très sympa. Ouais, t'aimes le fric quoi. Bah en vrai, ça rend plus joli. C'est pas Seedling qui ferait ça et tu vois genre j'ai besoin d'être attiré, tu vois que ça me tape dans l'œil. Et là c'est le cas. Et évidemment il faut mettre les moyens pour ça. Donc voilà, pour ma part j'ai beaucoup aimé et voilà, donc on a chaque catcheuse qui sont annoncées une par une. D'ailleurs Momo qui sort du ring en premier, je l'avais dit sur le Discord, ça m'avait fait rire. Moi. Certains diront que c'est parce qu'elle était plus près des cordes. Bon, moi je dirais que ils ont bien choisi la première à partir du ring. Enfin bref, du coup, on va commencer avec le premier match de ce tournoi. C'était dans le bloc bleu, on avait Maika contre Anan.
Bon, rien de très particulier, un match qui commence très vite, très fort. On sent qu'elles vont pas avoir beaucoup de temps, et effectivement ça a été le cas. Et franchement, enfin genre en gros l'histoire du match c'est Maika qui se montre forte quoi contre une underdog contre l'underdog Anan, voilà. Donc voilà, rien de bien particulier, un truc auquel on s'attendait. Un match qui fait le taf. Perso, j'ai pas été spécialement déçu, c'était pas fou, mais c'était un opener, c'était ok. Et voilà, Maika qui finit avec son Michinoku Driver 2. Voilà, plutôt sympa. Bah, je me souviens dans les pronostics, j'avais dit Maïka va plier ça en 5 minutes, mais même pas 3 minutes 50, ça aurait suffi. Pour Mais Anan. bon, après, malgré tout, Anan a quand même été assez respecté dans le match en dehors de la durée. Il a eu quand même un petit peu d'offense, c'était pas mal. Voilà, il prend deux moves powerhouse de Maïka, somme toute classique. Et voilà, c'était bâché. Mais bon, Anan n'a pas non plus fait que subir dans le match. Donc, ouais, c'était OK. Ouais. Et ensuite, du coup, on nous annonce, on a plein d'annonces sur l'écran géant. On nous annonce Mid-Summer, je sais plus quoi, le pay-per-view du 19 août. Si je dis pas de bêtises, c'est bien ça. Euh, je revérifie quand même parce que c'est ce que j'ai mis dans mes notes, mais ouais, Midsummer du 19 août. Oui, c'est ça, oui, c'est parce qu'en fait, il y a deux pay-per-view à la suite. C'est pour ça que je croyais que c'était le 13. Mais 13, en fait, c'est Stardom X Stardom. Et en fait, après, on a un autre pay-per-view le 19, 6 jours après. Bon, on va rien dire. C'est Stardom. Mais du coup, on nous annonce ce pay-per-view avec notamment un Nanae Takahashi et Momoe Nakanishi avec Et un légende! on l'entend au loin avec un X contre Starlight Kid et Momo, Black Desire avec un autre X. Donc on y reviendra après puisque du coup ça a été annoncé aujourd'hui, donc 2 jours plus tard. Donc on fera ça à la fin une fois qu'on reviendra sur les prochains shows. Donc voilà, on a ça qui a été annoncé. Et on a également le Dream Tag Festival du 10 septembre qui nous a été annoncé. On nous a annoncé les équipes. Donc on a Mayu et Saki ensemble, Maika et Utami, Natsupoi et Saori, Azuki et Natsuko, Momo et Momo, les deux Momo ensemble, Mirai et Mai Sakurai, Nanae et Hiroaka, Anan et Mariame, Sayaka Mitani et Mina, Rina et Ina, Starlight Kid et Azumi, Julia et Suzu. Encore une fois, on reviendra aussi à la fin sur 2-3 petits changements qui ont été faits. Puisqu'il faut quand même garder. Enfin, c'est en rapport avec le reste du show, donc on y reviendra après. Mais du coup, ce tag festival, c'est un truc avec des équipes qui sont un peu hors du commun, on va dire, que du coup, qui n'ont pas l'habitude de tag ensemble, etc. Et ils avaient même fait un petit formulaire pour que les fans votent pour les catcheuses qu'ils veulent voir ensemble. Mais vu les équipes qu'on a, à mon avis, hein, je pense pas qu'ils en aient tenu beaucoup compte, quoi. Quand on voit que c'est que des catcheuses qui sont en grosse rivalité ou qui ont beaucoup d'histoires entre elles, voilà. Enfin, je veux dire, je pense pas que c'était vraiment le truc du public. Mais bon, voilà. Après, il y a quand même, c'est quand même pas mal. Les équipes sont plutôt jolies. Et notamment le Hazuki Natsuko où je suis très content. C'est dommage, j'en ai pas entendu beaucoup en parler, mais les deux ensemble c'était super en 2019. Je veux dire, Natsuko, j'étais un grand fan. Avec Hazuki, ça faisait super bien le taf, elles étaient absolument phénoménales les deux ensemble. Elles avaient aucune pitié et tout, c'était fabuleux, donc j'ai trop hâte de les revoir ensemble. Surtout qu'en plus, Natsuko c'était le dernier adversaire d'Hazuki quand elle est partie en retraite. Donc voilà, il y a beaucoup de significations derrière. Natsuko qui reprend Oedo Tai en leader et tout. Donc j'ai vraiment hâte. En tout cas, je serai à 100% derrière cette équipe. J'ai trop hâte de voir ça. Mais on y reviendra au moment voulu. Mais Miano, c'est peut-être si tu as une équipe favorite dans ce tournoi pour l'instant. Non. Non. Et après, c'est moi qui suis contre Stardom. Il est emballé Dit que par Rin. j'étais. Mais si, je suis emballé par le match 6 de la carte. C'est le seul, quoi. Et tu Euh, verras. écoute. Ensuite, on nous annonce la Tag League, la 13e Tag League. Ah! Il y a que les tournois nuls qui.
Je suis désolé, mais la Tag League, y a rien d'intéressant. Bah, tu vas voir. Je Donc, mise tout là-dessus, moi. ah ouais. Le 5 star, ça l'intéresse pas, mais la Tag League, par contre, c'est la grosse hype. Enfin bon. Et du coup, on nous dit que c'est du 15 octobre jusqu'au 12 novembre. Donc voilà, ça va durer un petit mois. Tant mieux, ça dure pas hyper longtemps non plus. On n'est pas chez Big Japan, donc heureusement. Et ensuite, on nous annonce aussi, pendant cette période d'ailleurs, le 29 octobre, on aura un show spécial Halloween Dark Knight. Ils nous ont fait une C'est promo. rigolo. Ils nous ont fait une de ces promos avec des petits fantômes et tout. C'était incroyable. Mais c'est cool qu'ils refassent un show spécial Halloween. Ils avaient arrêté de le faire, je crois, en 2019. Avec les fameux la Stardom Mask Fiesta. C'était très sympa. Tout le monde avait des petits masques et tout. C'était grave cool et c'était très. Pas communautaire, mais familial un peu. Enfin, genre, c'était très proche des fans et tout. Donc, c'était vraiment sympa. C'était fun. Donc là, ils reviennent avec un show spécial Halloween qui, par contre, sera très différent du coup des Mask Fiesta, je pense. Je pense qu'ils vont nous faire des trucs un peu à la Stardom Showcase, je pense, mais j'ai hâte de voir ça. Et voilà, donc c'est tout pour les annonces qu'ils nous font. Et là, on peut passer un peu plus dans le vif du sujet. On passe au match High Speed, le Mariame contre Azumi. Alors, quel match! Déjà, c'était incroyable. Déjà, ils ont changé le thème de Mariame. Ça, par contre, ça m'a pas plu du tout. On a commencé très très mal le show parce que le thème de Mariame, moi, franchement, je l'aimais beaucoup. Il m'ambiançait et tout. Il était incroyable. Mais bon, ils l'ont changé. C'est triste. Mais après le match, dès le début, ça se jauge un peu. On a un petit peu d'high speed dans les premières secondes. C'est très cool à voir. On a Mariame qui pendant le match fait un espèce de spinning slam là, qui est un peu un callback à ce que faisait Xena. Donc c'est un petit clin d'œil à son ancienne partenaire de Club Venus, donc c'est très cool. Et ensuite ça enchaîne. Il y a Azumi qui fait son double foot stomp, puis genre sur la troisième là, je sais plus comment ça s'appelle, un peu le même que fait Kairi. Et ensuite elle enchaîne depuis la troisième corde, elle fait son diving double foot stomp. On a Mariame qui fait une espèce de diving powerbomb sur les prônes à l'extérieur qui était très joli. Il y a eu une petite hésitation à un moment où elle a un peu retenu pour que ça reste safe, mais le spot est très 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 cool. J'ai beaucoup aimé l'idée et en plus c'était très bien exécuté, en plus en restant safe, donc même s'il y a eu une petite hésitation, c'était malgré tout pour rester safe, donc c'est super. Ensuite, on a Mariame qui fait un super combo Slink Blade, puis ensuite une grosse back suplex. Donc voilà, c'est très sympa. Et elle termine avec son pile driver. Donc un match super qui met en avant les progrès de Mariame. Je suis très content de sa progression, de voir ce qu'elle est devenue, à quel point elle devient de plus en plus douée dans le ring. Et je trouve ça super qu'elle soit dans ce 5 star, ça lui permet de briller, de montrer ce qu'elle vaut en solo, donc je suis très content pour elle. Ouais, bah quand tu pars du premier barreau de l'échelle, c'est quand même plus facile de grimper, hein. Après, dans le match, à aucun moment Azumi est montrée forte. Elle fait déglinguer quasiment tout le match. Bon, elle a quand même ses deux trois petits spots de high speed habituels où voilà, ça fait le taf. Après, ceci dit, Mariamé dans le match, effectivement, elle fait du bon travail. J'ai d'ailleurs beaucoup aimé la fin. J'ai trouvé que contrer le Hurricane Rana de AZM en payload driver, qui est le finish de Mariamé, c'était une excellente idée. Mais bon, voir AZM paumé contre Mariamé, oui, bon, être ravi. Mais bon, oui, Mariamé a fait le taf. Effectivement, de toute façon, je l'avais déjà dit dans un épisode, en termes de in-ring, ça va, ça passe. Ça passe même plutôt bien, mais ouais, toutes ces mimiques et tout, même AZM s'est mis à les faire en début de match. Alors, C'était rigolo. quoi. Non, moi, ça me fait pas rire du tout. Donc voilà, victoire de Mariamé. Après, il fallait un petit peu s'y attendre. J'ai été bête de pronostiquer AZM, vu que Mariamé a dû se qualifier pour participer au tournoi. Donc il fallait bien justifier le fait qu'elle a gagné sa qualification en commençant par une victoire. Sinon, on aurait pu dire, bah, finalement, c'est pas la peine qu'elle se qualifie, c'était pour faire zéro. Donc voilà, finalement, c'est plutôt logique qu'elle gagne son premier match. Bon, contre Azumi, c'est dommage. Pour moi. Oui, oui, moi franchement je suis content et pour moi ça paraît logique qu'elle remporte, donc voilà. Personnellement j'en ressors content, c'était le début d'une fausse joie, on va dire. Match d'après, match du Red Block, Amisure contre Natsuko Tora. Bon,
Tout ce que je retiens de ce match, c'était le gear fabuleux de Natsuko Tora. Oh là 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 là, quelle entrée, quel gear, quel look, franchement magnifique. Elle avait un peu un look là de démon, c'était incroyable. Quel charisme, vraiment, elle m'a régalé. Et en plus de ça, elle a remporté le match avec une petite tricherie un peu avec son mist là pour finir avec sa senton. Impeccable, tout ce que j'ai demandé. Natsuko Tora qui a la classe et qui remporte son match, donc j'ai rien de mauvais à dire là-dessus. Ouais, entrée excellente de Natsuko Tora. Après, c'est le bingo des Otai, hein. On balance dans les chaises, le petit ref bien. Enfin, là, on a un bon début de bingo. Après, ouais, belle Swanton pour finir. Natsuko démarre très fort. Ça fera plaisir pas mal de monde, hein, notamment un copain du Discord, Miburo, qui la voit même gagnante, hein. Donc, j'avais dit, je lui fais un petit clin d'œil si Natsuko démarrait bien. Donc là, nouveau gear d'entrée, victoire très propre. Donc voilà, attention à Natsuko. Je pense pas qu'elle va le claquer, mais en tout cas, on a des gens qui sont bien derrière elle, donc à suivre en tout cas. Ouais, à voir ce que ça va donner, mais j'espère que qu'elle va continuer sur cette lancée, Natsuko, parce que, ben, écoute, moi ça me fait plaisir de la voir dans cette position-là. Le match d'après, on avait encore un match high speed du côté bloc rouge. Natsupoi contre Starlight Kid. Alors quel match! Starlight Kid qui nous a fait une petite surprise avec son look. Elle s'est coupé les cheveux. J'étais très surpris. Mais en vrai, franchement, ça lui va plutôt bien. En plus, avec le masque, elle a les cheveux un peu qui retombent par-dessus le masque. C'est très cool. Et le match commence. Elle attaque direct Natsupoi. Ça se tape direct sur l'apron. Natsupoi fait sa German sur Starlight Kid. On a une espèce de twisted suplex là de Starlight Kid. Super, elle enchaîne avec un magnifique moonsault. Et ensuite, on a des German très violentes de Natsupoi sur la nuque de Starlight Kid. Je me suis un petit peu inquiété en voyant les bumps qu'elle prenait. Mais bon, apparemment, ça avait l'air d'aller. Et ensuite, du coup, on arrive à la partie qui m'a exacerbé et exaspéré. On peut dire, ouais, on va dire les deux. Le fameux Eternal Foe, Starlight Kid qui porte son Eternal Foe, donc c'est-à-dire que c'est un de ses finishes, son finish le plus protégé. C'est celui qu'elle a sorti pour la première fois contre Azumi en février 2022. Et c'était le move que tout le monde a retenu de quasiment toute la soirée. C'est même le move caché de Starlight Kid. C'est vraiment un truc qu'elle ressort à de rares occasions. Et là, elle le ressort. Mais en fait, Natsupoi s'en dégage. Donc ça en fait c'est pas possible. C'est pas possible de faire ça, de sortir des gros finishes comme ça. Rien qu'un finish, un dégagement de finish, ça m'embête. Mais en plus de ça, le move qu'elle sort que à de très rares occasions, c'est pas possible en fait. Ça casse toute sa crédibilité. Ça casse tout le côté important du move. Et voilà, et après il n'y a plus de crédibilité. Et en plus, Starlight Kid, pourquoi elle passe après une fois qu'on se dégage de son move? On sait très bien que du coup elle va pas gagner, puisque ben, en fait son move le plus puissant, le plus important, ben, on s'en dégage. Donc ben, après, tu veux qu'elle fasse quoi ensuite? Donc voilà, ça m'a vraiment énervé. À partir de là, je suis parti sur voilà, de l'agacement et de l'énervement vis-à-vis de tout le reste. Et de toute façon, ça a fait que empirer petit à petit. Mais on va y revenir parce que en plus de ça, Natsupoi est fini par gagner par roll-up. Donc voilà, c'est la totale. Je comprends pas pourquoi gagner par roll-up. Quitte à y être, quitte à ce que même son move le plus important ait pas d'efficacité, mais autant qu'elle gagne de manière clean, Natsupoi derrière. Quel est l'intérêt d'essayer de protéger ou quoi que ce soit? Donc voilà, c'est juste pas possible en fait de faire ça. Surtout pour un match qui est aussi bas dans la carte. Donc voilà, je suis extrêmement déçu par la fin de ce match parce que ça commençait très bien. Je trouve quand même bien sévère, même si je comprends où tu veux en venir. Et moi, je pars du principe que c'est le premier jour du 5 star. C'est probablement du coup là que potentiellement de nouvelles personnes vont venir regarder, puisque c'est quand même un excellent moyen de commencer la Fed, de commencer par le premier jour du 5 star. Donc voilà, tu mets le paquet dans certains matchs. Certes, c'est un bas de carte. Et voilà, il fallait quand même. En plus, c'est d'un contraint. Tu as vraiment les moyens de faire deux, trois dingueries.
Et puis voilà, ça fait plaisir au public, il se passe des trucs, les gens vont se dire, oh, t'as vu ce qu'est la sortie, probablement c'est la première fois qu'ils le voient pour certains d'entre eux. Donc moi, ça me choque pas plus que ça. Après, je comprends quand tu me dis, mais qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse de plus si son plus gros move il passe pas et que Natsupo il s'en dégage? Ben, j'ai envie de dire, il suffit qu'elle en fasse un deuxième. Il y a qu'à voir Sayaka qui fait 3 Star Crushers de suite pour battre Azuki à la Wonder. Si le premier Eternal Foe n'a pas suffi, il aurait très bien pu essayer d'en passer un deuxième. Après, en termes de crédibilité de move, je comprends parfaitement ce que tu dis. Mais ouais, moi, que ça kick out un petit peu, voilà, au moins en termes émotionnels, t'es au niveau maximum, quoi. Le plus gros move n'a pas suffi. Et là, tu te dis, ouais, enfin, t'as une réaction en fonction, en plus de qui une réaction de supporterisme aussi en fonction de qui tu soutiens. Donc, ça a un impact émotionnel qui est quand même important. Et puis franchement, le match était pas loin d'être le style The Show. Le match était rapide, il y a eu des moonsaults de tous les côtés, des gros moves. Enfin, c'était vraiment très très bien. Et je t'avais mis en garde en plus dans nos pronos. Je t'ai dit attention, on n'est pas à l'abri que Natchan nous relève ça. Je suis pas certain que SLK va gagner. Et effectivement, ça s'est passé. Donc c'était vraiment deux très très bonnes performances, un très bon match. Et je comprends que voilà, la protection des finishes et tout, mais au moins on a le work rate et les émotions qui sont combinées avec ce genre de spot. Après, c'est sûr que ça plaît pas à tout le monde, mais émotionnellement, au moins, on est au niveau maximum, quoi. Ouais, mais les dégagements de finish, à la limite, tu les fais dans des matchs qui sont en fin de carte, je dis surtout, parce que c'est là où on a les plus longs. Mais là, on est dans un match de 7 minutes. En 7 minutes, il se passe tout ça, et il y a des dégagements de finish, c'est pas possible. Enfin, je veux dire, ça a aucune crédibilité sur la réalité si elle s'était affrontée pour le titre high speed, notamment. Donc je comprends pas et c'est pour ça aussi que j'ai beaucoup de mal avec les matchs de tournoi en général, avec les tournois comme le G1, le 5 star, etc. Et que j'ai même du mal à mettre des grosses notes. C'est tout simplement parce que en fait c'est des tournois avec une limite de temps et ça dure beaucoup moins longtemps. C'est pas du tout dans les mêmes conditions que si c'était un match pour le titre ou dans des singles matchs classiques dans des pay-per-view. Donc ça m'énerve encore plus qu'il y ait des dégagements comme ça. Le truc, c'est que bad card ou main event, ça reste le premier tour de 5 star pour tout le monde. Donc techniquement, le match Maika Hanan est aussi important que le main event Tam Sayaka. C'est 2 points qui sont en jeu. Certes, l'affiche est pas la même. N'empêche qu'en termes d'importance de tournoi, tout le monde à zéro, tu joues tes 2 premiers points. Il n'est pas censé y avoir non plus une hiérarchie Ben, il y a la et ça hiérarchie dans la dépend. carte. Oui, certes, mais voilà, Natsupoye Selka, ça aurait très bien pu être en semi, quoi. Ouais, mais dans ce cas-là, Nan, elle aurait pu se dégager du Michinoku de Maika aussi. Ouais, bah j'aurais pas été contre, hein. Bon. On va passer au match suivant. Ah, Là oui, là on peut discuter. Ouais, c'est celui-là. ouais, 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 c'est Ouais, c'est bien c'est bien lui. celui-là. On avait dans le coin bleu, c'était que je dis pas. Ouais, parce que en fait, je suis juste surpris de t'entendre dire parce que ouais, je me suis dit attends, c'est pas encore le match de Momo. Non, Si, mais c'était. j'ai hâte de t'entendre en parler. Pour une fois que j'ai hâte de t'entendre parler d'un match de Mina, je vais le Donc, savourer. ouais, c'est pour ça que je suis content parce qu'on va aborder Mina. Donc, c'est la chose la plus importante de toute cette compagnie, de toutes ces reviews, de tout ce podcast. Mina Shirakawa contre Utami Yashishita. Déjà, on commence en abordant le gear d'Utami. Personnellement, en fait, on l'a pas vu au début quand je disais qu'on voit chaque catcheuse une par une au milieu du ring qui va jusqu'à la stage de chaque catcheuse qui était dans le tournoi. Il n'y avait pas Utami. Utami n'était pas là. Il nous préservait en fait la surprise du fait qu'elle soit revenue des US. Donc logiquement, je m'attendais à ce qu'on ait un gear spécial, un nouveau look, etc. Mais ça n'a pas du tout été le cas, donc j'étais un peu déçu. Mais à la place, on a eu son ancien gear, on avait la Utami de 2020 et on l'a senti même à travers tout le match. Et c'était cool. En vrai, c'était cool parce que à cette époque-là, j'étais un grand fan quand elle a remporté le 5 star. J'étais très content et j'étais peut-être même un des seuls à vouloir qu'elle remporte le titre.
Mais du coup, ouais, c'était plutôt cool. Et en face, évidemment, on avait Mina, donc voilà, quel match. On a Mina qui fait un espèce de tornado DDT sur la rampe. On a le fameux spot de la rampe, évidemment, mais cette fois-ci, c'est avec Mina qui fait un tornado DDT dessus. Donc, ça change de ce qu'on voit d'habitude. Et quand je parlais de créativité, ben, nous y voilà. Mina qui est toujours créative et qui nous sort des moves différents de ceux dont on a l'habitude de voir, donc super. Ensuite, on a Mina qui fait une espèce de twisted neckbreaker du haut de la troisième, enfin en posant les pieds d'Utami sur les corps, donc très cool. Et ensuite, au moment du match, on a Utami qui passe une très grosse German. Elle fait même le ponté, mais elle lâche à 1 en se tenant la nuque, donc j'ai pas trop compris pourquoi. Je sais pas si c'est parce qu'elle était blessée ou si c'était prévu, mais en tout cas, ouais, c'était assez surprenant. Et ensuite, elle tente la High Jackknife Powerbomb. Je crois que cette fois, j'ai le nom de la prise. Merci au commentateur, parce qu'en plus, on me l'avait dit sur le Discord, mais j'ai oublié. Mais du coup, il y avait le commentateur qui me l'a rappelé. Mina qui fait des magnifiques spinning elbow, implant DDT. Et ensuite, on en arrive encore une fois, évidemment, une fois n'est pas coutume. Elle passe son Glamorous Driver. Elle passe même le Glamorous Collection Mina. Bref, elle passe tous ses gros moves. Tous ses moves les plus magnifiques. Il passe, mais en fait, il y a un dégagement. Donc qu'est-ce que c'est que ça? On a encore une fois, enfin de toute façon j'ai pas besoin de me répéter, je viens de le dire pour Starlight Kid, mais quel est l'intérêt de sortir des moves comme ça, de sortir tout son moveset, de sortir les finishes, même son roll-up qui est un peu comme le Kishikaisei. Désolé de le dire, pourtant je sais Miyano ça va pas te faire plaisir, mais c'est quand même un roll-up qui est protégé. Et là elle le sort et il y a des dégagements, c'est pas possible. On est à même pas 10 minutes de match. En 10 minutes de match, aucun de ses finishes n'est passé. On a son roll-up protégé qui passe pas non plus. Au bout d'un moment, c'est pas possible. Je veux bien que ce soit Utami en face, qu'elle revienne des US, qu'il faut qu'elle soit montrée forte, etc. Mais c'est pas possible. Surtout qu'en plus, au match d'avant, on a eu des dégagements de finish. Pourquoi est-ce qu'il faut qu'on en ait à chaque match? Puisqu'on va y revenir après, il y en a eu d'autres. Donc c'est pas normal. Puis en plus, c'est Mina. Donc voilà, moi ça m'a énervé. En plus, Utami qui finit avec un finish éclaté, là c'était nul. Et voilà, j'en avais ras-le-bol. J'ai eu envie de quitter le show et de partir, mais bon, ma passion pour ce podcast m'a fait rester. Donc voilà, je suis extrêmement déçu de ce qui se passe. En plus, déjà Mina elle perd, mais en plus de ça, elle est pas respectée. Donc quand c'est pas Miano qui la respecte pas, c'est Rossi qui la respecte pas dans le booking, donc il y a plus personne qui la respecte, c'est la fête et moi j'en ai marre. Mais bon, je continuerai de la soutenir évidemment parce que c'est quand même la Vénus, donc quand même on se doit de soutenir la Vénus, la powerbomb de votre cœur à tous. Ça aurait été quand même extrêmement dommage que tu quittes le show maintenant, alors que le match d'après était une véritable dinguerie. Mais bon, enfin, d'un côté, oui, je peux entendre ce que tu dis. Mais d'un autre côté, si les finishes ils passent pas, et le match il dure 10 minutes, elle va proposer quoi, Mina, dans le match? Parce qu'elle a fait 150 Didi, parce qu'elle sait rien faire d'autre à part travailler les jambes, mais pour une fois, elle l'a pas fait. Donc tu voulais qu'elle fasse quoi? Qu'elle fasse 3 DDT puis qu'elle se fasse plier Qu'elle au gagne, premier finish? qu'elle gagne après son finish. Non, mais enfin, c'est pas possible déjà parce que c'est Utami, donc c'est le booking de Utami, c'est-à-dire que les matchs de Utami, vous n'avez pas besoin de les regarder parce que c'est toujours les mêmes. C'est-à-dire qu'elle se prend tous les moves, elle se dégage et puis elle gagne à la fin. C'est comme d'habitude. Ça fait depuis 2020 que c'est comme ça. Depuis 2020, les matchs d'Utami, c'est les mêmes. Aucune nouveauté, pas de nouveaux moves, il n'y a que dalle, il n'y a rien de nouveau. Je encaisse, je me dégage, je me dégage, je me dégage. Je fais une grosse lariat ou un shoulder block, l'autre le vend pendant une demi-heure et ensuite je fais ma powerbomb et c'est pesé. Ça fait 3 ans que c'est comme ça. Donc voilà, c'est le booking classique Utami. Et puis, on a le booking classique Julia avec les spots. On a le booking classique Utami. C'est la même chose à tous les matchs de Utami. C'est toujours pareil. Voilà, ça au moins c'est clair. Donc ben, il n'y a aucune surprise. À la limite, ça aurait pas été contre Utami. Peut-être que Mina aurait pas fait tout ça. Elle aurait pu perdre sans faire les finishes ou quoi que ce soit. Mais voilà, vu que c'est Utami, il faut qu'elle se dégage de tout, qu'elle fasse un shoulder block, que l'autre tombe et puis qu'elle fasse ses finishes comme d'habitude. Donc préparez-vous, ça va être ça tout le tournoi.
Et voilà, et après elle revient des US, c'était évident qu'elle n'allait pas perdre, c'est ce que j'avais annoncé dans l'épisode précédent, il n'y avait aucune chance pour qu'elle perde. Et elle a été montrée relativement forte comme d'habitude, donc oui, aucune surprise en fait pour moi. Ah, mais dans ce cas-là, moi j'aurais aimé que Mina ne sorte pas ses moves et qu'elle se fasse allonger, même en 5 minutes, tant pis. Mais là, y a pas la crédibilité derrière de ses finishes. Donc évidemment que Ah, derrière, elle peut rien ressortir. Si tous ces moves qu'elle fait, il y a un dégagement. Au bout d'un moment, c'est normal d'être à court de moves. Et ça, c'est pareil pour n'importe quel autre catcheur. Enfin, en soi, elle bah pourrait en après, sortir d'autres, mais des mouvements basiques, quoi. quand, quand Sayaka elle était à court de move, elle faisait 36 fois le même. Oui, mais pourtant, on était là pour s'en plaindre. Parce qu'en plus de ça, elle était championne. Là, Mina, elle est même Oui. pas championne. Enfin, si, elle est championne Et goddess, mais bon, ça, c'est normal. Puis en plus, il y a Maria avec elle. Donc, profites-en, parce que ça n'a pas duré longtemps. ouais, ça, je sais très bien. Bon, bref, on va passer au match d'après. Ah, Dans le voilà. bloc bleu, Mirai contre Momo, je te laisse la parole. Alors là, je me suis dit, bon, allez, Miano, c'est pas grave, t'inquiète pas. Je sais ce qui va se passer, ne Ne fais pas. t'énerve pas. Ne fais pas ça. Ne fais Ne, surtout. ne fais pas ça, n'éteins pas l'ordi. Alors ça commence, on a un petit peu de chain au début, Momo met des gros kicks, elle provoque un peu Mirai, donc gros début de match pour Momo. Et voilà, donc Mirai va revenir avec un shoulder block, hein, bien évidemment, suivi d'une clé de bras qui n'aboutit pas, mais voilà, ça commence à nous teaser les clés de bras, ça nous tease un petit peu quelque chose, c'est plutôt intéressant. Ensuite, on a Momo qui déroule, elle fait sa sorte de rock bottom depuis la deuxième corde, le somato. Et voilà les moves basiques de Momo qui passe. Ensuite, on a la clé de bras qui était teasée qui finit par passer avec Momo qui s'en sort en prenant les cordes. Et là, on a Momo qui prend la batte et elle essaye de mettre un coup de batte, mais c'est esquivé. Et là, il y a Momo qui, du coup, subit énormément. Elle prend 150 lariats à peu près à ce moment-là, mais elle revient quand même avec quelques beaux contres. Elle reprend des lariats, mais Momo ne se laisse pas abattre. Et là, je me dis, qu'est-ce qui se passe? La Tequila Sunrise, elle est passée. Ensuite, on passe au B-Driver inversé. Alors, j'étais là, alors peut-être. Et oui, je me suis dit, alors peut-être que Momo va le faire. Tentative de Pitch Thunder. Je dis, mon Dieu, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Elle va le faire. Bah, bien évidemment, le Pitch Thunder ne passe pas. Donc, je me suis dit, bon, ouais, faut pas rêver. Au moins, je me suis dit, bon, s'il passe pas, bah, il sera protégé, il va pas le faire. Mais non, après, il y a Momo qui réussit à mettre un gros kick dans la tête. Et là, je me suis dit, alors peut-être une nouvelle fois, peut-être qu'elle va le faire. Et là, la pitch sunrise est passée. Alors là, on a la totale. On a eu la tequila, la pitch sunrise. Et là, elle garde la position. Elle se met en position du pitch thunder. Commence à me lever de ma chaise. J'étais là, allez, ma grande, t'es grande aujourd'hui, t'es très grande aujourd'hui. Et la pitch thunder. Un, 2, 3. Oui. Et là, je me suis dit, qu'est-ce qui vient de se passer? La championne Wonder vient de se faire allonger en 10 minutes par la plus grande championne Wonder de l'histoire de la compagnie. Alors, Non, après elle est en avoir vu ça, je retraite, pouvais mourir malheureusement. tranquille. Et là, qu'est-ce qui se passe? La championne Wonder est au milieu du ring, les bras ballants, et Momo se casse, voilà, parce qu'elle l'a annoncé maintes et maintes fois qu'elle n'en a plus rien à faire de la Wonder. Et bien content qu'elle se soit barrée, parce que j'avais extrêmement peur qu'après cette victoire, on lui demande de challenger pour se coucher. Et maintenant, il respecte bien le fait qu'elle a dit que ça ne l'intéressait plus. Donc, c'était sensationnel. C'était match of the night, match of the year, enfin, tout ce que vous voulez, quoi. Match of the night alors qu'il y a Mirai dedans. Et oui, mais bon, quand elle perd contre la meilleure championne de l'histoire, Là, on ça devient rétablit bon. un petit peu le prestige, tu vois. Ah oui. Et après, c'est moi qui suis pas objectif. Ah, voyons. Je m'ai dit que je l'ai été, hein. Ben, apparemment, tout le monde dit que tu l'es, surtout sur le Discord. Mais c'est vrai. Mais quand c'est les matchs de Momo, il y a un petit supplément d'âme. Bah, comme moi avec Mina au final. Pour une fois que c'est pas moi qui est déçu. Ouais, 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 ouais. Bon, après, on peut pas t'en vouloir. Tu vois, c'est le seul moment de l'année où tu peux être heureux. Tout le reste du temps, bon, Rossi, il a pas trop envie de te faire plaisir. C'est pas Donc, grave, il y a Sidley. on te laisse profiter de ce moment-là. Et puis Voilà. en plus, t'es pas à l'abri que à tout moment il nous l'annonce comme ça du jour au lendemain, qu'elle soit euh, sur une carte à challenger Mirai pour le titre Wonder de nulle part. Parce que bon, on connaît Stardom. Mais bon, apparemment pour l'instant c'est pas le cas, donc tant mieux pour toi, j'ai envie de te dire. Le match en soi, ouais, il est pas mal. En vrai, c'est cool. Bon, le seul problème dans le match, c'est Mirai, mais
Sinon, ça fait le taf, il n'y a rien d'exceptionnel. Je suis juste content pour Momo parce que bon, elle le mérite après toutes ces années à servir de paillasson, la pauvre. Donc là, enfin, elle a un peu sa petite victoire. Sûrement la seule de son tournoi d'ailleurs, mais bon. Oh, Euh, wow. ouais, oui, hein. Mais de toute façon, ouais, on verra comment ça va avancer pour elle. Mais bon, elle a une victoire, c'est déjà ça. C'est déjà, au moins, elle sera pas à zéro et elle aura un petit peu de crédibilité, quoi. Le match d'après, dans le bloc rouge, on avait Suri contre Suzuki. Quel match! Un match phénoménal. Peut-être même mon match, non, un de mes matchs préférés de la soirée. Super match, je vais y revenir. Bon, on commence très fort direct avec Suzu qui commence une German sur Suri dès le début du match. Elle perd pas de temps. Elle fait une souplex depuis le ring jusqu'à la rampe, genre en gros au-dessus de la troisième. C'était incroyable. Quel spot. C'est rien de compliqué, hein, mais enfin, si un petit peu quand même, physiquement. Mais en termes de spectacle spectaculaire, etc., c'est pas non plus un spot phénoménal, quoi. C'est pas Mariamé qui fait son powerbomb sur l'apron. Mais ça fait le taf. Et ensuite, elle met Suri dans le poteau de la stage là et elle lui met un kick. Donc, encore une fois, ça aussi c'est un spot qui est très simple. En plus, il n'y a rien de dangereux ou quoi. Enfin, en termes hors kayfabe, je parle. Il n'y a rien de vraiment dangereux. C'est juste que c'est un moment mémorable dont on pourra se rappeler pendant le match sans avoir à prendre trop de risques, sans avoir à faire les mêmes spots sur la rampe. Et ça change en fait. Donc moi, c'est tout ce que j'attends. Je veux des trucs un peu différents. Ouais, qui innovent et qui sont marquants. Donc ça en faisait partie. Je suis très content comme ça. Ensuite, Suzu, German Suri depuis l'apron direct à l'extérieur. Et ensuite, Suri revient en la prenant en slipper. On a un enchaînement de séquences de fin là qui est super avec l'espèce de locomotion suplex là contré par Suri. Puis ensuite, Suri qui passe son finish là quand elle l'a sur les épaules, je sais plus comment il s'appelle. C'est top, c'est super. Bon, Suri gagne donc je suis dégoûté. Mais en tout cas, c'était super. Et c'était ouais, un des meilleurs matchs de la soirée. Et je suis très content, ouais, très satisfait du match en lui-même, à part du résultat du coup. Donc, mais sinon, ouais, le match était vraiment top. Et c'est probablement celui que je retiens le plus ouais, de toute cette soirée. Siuri a gagné, donc je suis heureux. En plus, je l'avais annoncé, donc double satisfaction. Et le match est vraiment excellent. Les enchaînements de Siuri, notamment dans les transitions, mais c'est d'une propreté. On est clairement sur l'une des meilleures catcheuses du roster, sans aucun doute. Le in-ring est sensationnel. On a un petit bingo Suzu avec un petit no-sell par-ci par-là, hein, comme d'habitude. Donc Suzu, elle vend des places, elle doit vendre du merch, mais en tout cas, elle est prise pas beaucoup. Mais après, ouais, ça va se passer, je pense, comme prévu. Suzu qui perd contre Suri et qui va ensuite enchaîner une tonne de victoires. Je le vois bien comme ça a l'air de confirmer ma première impression. Et ouais, en termes de work rate, là, clairement, on a été servi, quoi. Ouais. Bah écoute, j'espère que tu auras raison par rapport à Suzu. Euh, J'espère pas, mais on veut Suzu en finale, ouais. Le match suivant, mon match de la soirée du coup. Quel match? Dans le bloc bleu, Mayu contre Azuki. En plus, Azuki, oh là là, ce gear. Quel gear exceptionnel. En doré comme ça là. Oh là 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 là. C'était phénoménal, elle était fabuleuse. Et on a eu un match exceptionnel. On a une espèce de DDT là, à l'extérieur d'Azuki. On a Mayu qui contre le premier dive d'Azuki. Et du coup, ça enchaîne avec une espèce de bataille de suicide dive à l'extérieur. Que évidemment Azuki gagne parce que bon, c'est quand même la reine des suicide dive. Ensuite, du coup, elle les enchaîne et tout. Bref, en plus, Mayu qui manque à chaque fois de se tuer chaque fois qu'elle en fait un. Azuki aussi qui a failli se tuer sur le premier café. Et ensuite Azuki qui se dégage du moonsault. Ensuite il y a Mayu qui fait son espèce de dragon suplex. Mais Azuki se dégage à 1. Donc super, voilà. Là pour une fois je l'accepte, on va dire. Mais ensuite Mayu repasse sa dragon, son finish là, et du coup elle remporte le match. Donc extrêmement déçu.
Évidemment, c'est Azuki, donc comme toujours, toujours à manger l'épine, la pauvre. J'espère que c'est juste une défaite parmi, enfin que ce sera la seule en fait. Puisque ben ouais, je la veux gagnante du 5 star et je garde ce pronostic là dans mon cœur. Donc j'espère qu'Azuki va remporter ce 5 star. Même si bon, j'y crois pas, mais en tout cas c'était un match absolument génial, le meilleur match de toute la soirée. Les deux ont tout donné et ça nous montre à quel point Azuki est incroyable dans le ring. Vraiment, on le souligne pas assez. Trop peu le souligne. Beaucoup de monde oublie à quel point elle est douée dans le ring. Mais voilà, elle a l'étoffe, elle a le physique pour être leader d'un clan, Azuki. Et j'arriverai jamais à comprendre pourquoi on lui a pas donné au moins un titre Wonder. Mais bon, évidemment, voilà, c'est Stardom. Moi, je suis très content pour Midcard Zuki. Pour une fois, n'est pas dans la Midcard. Et si malheureusement on ne parle pas assez souvent justement de à quel point c'est une excellente catcheuse, bah, c'est justement parce que Stardom la met dans la Midcard depuis un temps bien trop long. On se rappelle qu'à chaque fois que Azuki avait un gros match ou était dans un main event ou même contre Saya, contre la Wonder, c'était probablement un des seuls matchs intéressants du règne de Sayaka, eh ben, Azuki a largement fait le taf. Donc bien évidemment que pour moi, que Midcard Zuki n'a rien à faire dans la Midcard. Mais malheureusement, voilà, elle y est. Pourquoi elle n'a pas gagné la Wonder? Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi non plus Kiona, Konami ne l'ont jamais gagné. Je ne sais pas pourquoi AZM n'a jamais challengé non plus, mais tu as trouvé la bonne explication. C'est Stardom. Voilà, c'est comme ça. Donc bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Le match est absolument incroyable. C'est très très bon. J'ai énormément apprécié le mouvement de Jim qui a fait Mayu pour contrer le DDT de Hazuki. Elle fait une sorte de saut de main ou de flip-flap avant, je n'ai pas très bien vu, mais du coup c'est incroyable. Elle profite justement du DDT pour mettre un peu les mains et la tête en même temps et hop, rebondir de l'autre côté pour rester debout. Je trouvais ça vraiment génial. Le selling de Mayu est toujours incroyable. Azuki a plus que fait le taf. Enfin, le match était hyper bon. Donc voilà, Mayu gagne avec la Dragon. C'était assez prévisible, je pense. Enfin, du moins, je l'avais aussi pressenti. Donc voilà, c'était vraiment super. Le match d'après, encore dans le bloc bleu, on avait la fameuse rivalité Julia contre Saori Anou. Donc voilà, on nous rappelle un petit peu. Enfin, pardon, ça rappelle la rivalité qu'elles ont depuis des années, depuis chez Actress, je crois. Donc voilà, ça date pas d'hier. On sait qu'il y a beaucoup de trucs, en plus avec Ice Ribbon et tout. Donc évidemment, voilà, Stardom n'allait pas manquer de nous faire cette affiche-là. Et du coup, là, on coche absolument toutes les cases du bingo. Là, on est parti. Là, on est à fond. C'est un match de Julia et on le comprend très vite, très bien. Le spot de la rampe, avec la fameuse Fisherman souplex d'ailleurs dans le public là. Quel intérêt, je sais pas, mais bon, c'est un match de Julia donc il faut que ce soit épique. Le spot de la table, le fameux, mon spot préféré des matchs de Julia évidemment. Celui qu'elle a fait contre Maya, celui qu'elle a fait contre, je crois que c'était Suri au truc Climax là, je sais plus comment ça s'appelait Ouais, là, en ouais. 2022. Voilà, incroyable. Et On a le même, hein, la même prise sur la table, hein, Ouais, bien évidemment, le évidemment. pile driver, évidemment, ça change pas. Ensuite, on a un peu de sang aussi, parce que bon, c'est quand même un match de Julia, donc il faut qu'il y ait un peu de sang. On a Saori qui saigne de l'oreille. Je sais pas si c'était voulu, mais en tout cas, comme par hasard, quand même, on a du sang. Donc, bienvenue dans un match de Julia. Et ensuite, évidemment, on enchaîne avec les fameuses séquences d'enchaînement de grosses prises, de dégagement à 1. Voilà, tout ça, quoi. Les fameux dégages de finish, les fameuses grosses German suplex, puis je me relève et je t'en remets une derrière, et c'est la fête, voilà. Et évidemment, la cerise sur le gâteau, évidemment, on termine ça de manière parfaite pour un match de Julia. Un time limit draw, voilà, on pouvait pas faire mieux, prévisible déjà, on l'avait tous les deux dit de toute façon au dernier épisode, mais en plus de ça, voilà, on a vraiment tout ce qu'on attendait, tout ce à quoi on s'attendait de la part d'un match de Julia. C'est parfait, j'ai rien à dire. C'est voilà, Stardom qui nous sort du classique Stardom. C'est Stardom, voilà, tout simplement. Je pense, il y a rien d'autre à dire. Je pense que ce sera le résumé de cet épisode. Voilà, c'est Stardom.
Attends, t'as oublié des cases du bingo à cocher, l'arbitre qui ne compte pas à l'extérieur. Ah oui, c'est Et, vrai. et dans le bingo aussi, dans le Hatman Limit Draw, du coup, parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un, dans ce Hatman Limit Draw, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, la sonnerie de fin de match arrive sur un finish. Bien évidemment, bah oui, bien sûr. Elles sont pas les deux debout à se regarder avec les deux qui sont au même niveau de domination. Bah non, bien sûr que non. C'est le gros finish de Giulia. Bah oui, parce que vous pensez que c'était Saori qui est en position de domination quand la cloche elle sonne. Bah bien sûr que non. Bien sûr que non. C'est le finish de Julia, voilà. Et puis bien sûr, un ding 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 ding. Bah oui, au moins, ça aurait été le finish de Saori à nous, ça aurait eu un petit peu de nouveauté. Mais non, c'est un time limit draw de Julia. Donc bien évidemment, il fallait que ça soit sur le finish de Julia, parce qu'on va pas la faire gagner, mais il fallait quand même pas non plus qu'on croive qu'il aurait pu perdre, quoi. Parce que bon. Donc voilà, du bingo, carton plein. Là, c'est pas non Là, plus, Yo, Loto, tu joues pour une ligne, tu joues pour deux lignes, mais alors là, c'est là, là, c'est c'est le le carton carton plein. plein. Là, Après, c'est fou. après, j'ai quand même resté sérieux 5 minutes. Si t'es pas habitué à ça, si, comme je l'ai dit, c'est la première fois que tu vois un show Stardom, parce que c'est le début du 5 star et que c'est justement là une très bonne manière de commencer la fête, tu vois ça, tu trouves que c'est fabuleux. Il y a des prises de risques, il y a des gros moves, ça qui cadre de partout. Enfin, tu vois ça, c'est quand t'as pas l'habitude et que t'es pas encore blasé de ça, c'est un banger le truc quand même. Ah oui, même si ça fait 3 mois, 6 mois que tu regardes la promotion, hein, en Et, général, t'es pas enfin, je veux déçu. dire, quand tu vois ça et que tu mets ta blasitude de côté, voire même que tu regardes ça avec un œil un petit peu novateur, commence par un truc comme ça, et le produit, enfin la production dans le ring, le match en lui-même, le work rate, c'est une dinguerie. Le match, c'est exceptionnel. Nous, ce qui nous saoule, c'est que c'est le bingo. Et on en a marre du bingo, mais en la prestation, c'est hallucinant. Mais c'est juste que on en a marre, quoi. Ouais, mais on est habitué en fait à voir ça. Les gens, évidemment, eux, ils viennent de découvrir le produit. Donc ils voient ça et ils se disent automatiquement que c'est absolument phénoménal ce qui se passe dans le ring, que c'est des matchs fabuleux, que Stardom c'est incroyable et que Julia, Saori c'est deux des meilleures catcheuses du monde et de suite ça commence à s'emballer. Alors qu'en fait des trucs comme ça on en a à chaque main event de Stardom, on en a dans chaque pay-per-view et c'est toujours booké de la même manière donc il n'y a rien de surprenant, c'est juste Stardom qui book toujours de cette manière-là. Donc c'est bien, mais c'est répétitif. Ouais, j'aime ta manière de voir les choses, de positiver, d'essayer Moi, je suis de là pour relativiser. défendre je suis là pour défendre le produit avec passion. Ah, par contre, pour que moi je défende Seedling avec passion, il va falloir un peu de temps quand même, je pense. T'as pas besoin, je m'en occupe tout seul, moi. Moi, je suis pas là Bon. à trahir, je suis pas là à trahir ma famille, moi. Ah ben, bon, attends, on trahit toutes mes favorites dans ce tournoi ont perdu, enfin dans cette première journée. Comment tu veux que je sois un minimum Mais content? J'ai rien pour t'es positiver. t'es censé aimer tout le monde, c'est l'amour. Ouais, Tu défends le produit, tu défends absolument tout le monde, tu même dois être Mirai. ébahi. Oui, le futur, Le Mirai, futur, Mirai, évidemment. C'est- Parce que bon, si pour toi défendre Stardom, c'est défendre Mina et Selka et Mais Chochotan, non, mais mais bon, c'est juste voilà qu'elle, quoi, c'est quand même c'est un tout petit peu limité, excuse-moi, hein. c'est qu'elles ont une place particulière dans mon cœur, puisque je les soutiens depuis le début, donc c'est normal. Mais Ouais, bah, j'aime tout le monde, évidemment, dans le roster. Évidemment. agrandis ton cœur et laisse-y entrer un petit peu plus de monde, hein. Mais si Rossi m'ouvrait son cœur aussi, en me faisant plaisir, peut-être que, voilà, tu vois, on échangerait notre passion chacun, l'un pour l'autre. Et ça va pas aller en s'arrangeant, du coup je m'occupe de la transition, je pique un coup ton boulot, puisqu'après tout c'est moi qui défends le produit, donc c'est normal que ce soit moi qui en parle, hein. Avec un main event, alors là, le remake de la Grande Wonder, Tam Nakano contre Saya Kamitani, donc en plus ça m'a régalé parce qu'on avait la Tam Road, et oui, qui était inscrit dans son petit entron, je sais même pas comment ça s'appelle, là, le machin, la La Tamron. télé, quoi. La La Tam Tamron, même, Road à la télé. même sur la rampe, il y a eu la Tamron.
Tam Road à la télé. Alors là, c'était parti. Là, c'est plus le Stardom Dream. Là, le rêve est atteint. Donc maintenant, c'est la Tam Road. Et voilà, le match, on a une sorte de RKO mid-air. C'était assez amusant. C'était plutôt pas mal. Ça m'a bien plu. Là, Saya qui prend appui sur les cordes, saute à l'horizontale et elle se fait RKO par Tam. C'était plutôt pas mal. Classique spot de la rampe, hein. Si vous aviez 2 cartes pour le bingo, vous pouvez gagner 2 saucissons au lieu d'un. Du coup, Le c'est panier parfait. garni. Donc là, c'est le panier garni. Là. T'avais la bouteille de rouge en prime, là, c'était la totale. On a le spot de la rampe, bien évidemment, avec le très beau dive de Tam à l'extérieur. Et là, malheureusement, on arrive au drame. Les structures de barre de ring, là, avec Saya qui monte sur la structure, qui tente de dive du coup sur Tam, et qui se blesse au coude à la réception. Donc là, on a l'arbitre qui arrête le combat et qui annonce Tam gagnante. Ouais, Donc j'aimerais. ouais, je vais te laisser justement dire ce que tu as à dire là-dessus. Ouais, parce que je Je pense. dirai ce que j'en pense moi après pour certainement contrebalancer un petit peu tout ça. Mais ouais, je vais te laisser développer ton propos là-dessus. Ouais, parce que je pense que j'ai une opinion très à l'opposé complètement de tous les fans en général. Puisque en fait pour moi le problème c'est Saya Kamitani. Alors je suis désolé évidemment, déjà je tiens à euh, comment à partager et envoyer tout mon respect évidemment à Saya Kamitani. J'ai beaucoup de respect pour la catcheuse en général. Je suis juste pas fan de la personne, mais je tiens quand même à lui envoyer tout mon respect et même toute la force dont elle a besoin pour pouvoir se rétablir de tout ça, évidemment. J'aimerais juste nuancer par rapport à tout ça et essayer d'apporter un avis différent et que vous essayiez peut-être de comprendre la manière dont je vois la chose. Mais en fait, pour moi, le problème, c'est Saya Kamitani en elle-même. Il y a un gros problème avec elle, et je pense même que oui, que ça vient d'elle personnellement. En fait, le truc, c'est que elle n'est pas capable de faire ce genre de choses. Elle tente des choses dont elle n'est pas capable. On l'a vu avec son Phoenix Splash, ce qui s'est passé. Et là, elle tente encore plus compliqué. Elle n'est pas capable de réussir son propre finish. Et elle va chercher quelque chose qui est encore plus important, plus d'enjeu dans la prise de risque. Donc en fait, à partir du moment où tu n'es pas capable de faire des choses qui sont moins risquées que ça, ne va pas tenter plus. Et surtout en plus, en fait, le problème qui m'énerve en plus, c'est que ces choses-là qui sont risquées, ça fait qu'elle met en danger les personnes avec qui elle travaille, comme elle l'a fait avec Mina, parce que ça aurait pu être beaucoup plus grave, ça l'a pas été, enfin ça a été quand même que les dents heureusement, mais on sait jamais ce qui peut se passer, ça aurait pu être beaucoup plus grave. Donc elle met en jeu la vie des personnes avec qui elle travaille, mais en plus de ça elle met aussi sa propre vie en jeu. Donc je vois absolument pas l'intérêt de ce spot. Je comprends le fait qu'elle veuille rendre ça épique, etc. Et peut-être même que c'est Stardom qui lui a demandé de faire ça, j'en sais rien du tout. Mais en fait, je suis pas pour qu'on fasse ce genre de spot si on n'en est pas capable. Donc de 1, en plus il était clairement pas nécessaire même si elle en était capable. C'est juste pour que les fans crient à quel point elle est incroyable, alors que pourtant dans le ring c'est pas si fou que ça. Mais en fait non, je vois pas l'intérêt de faire ça. C'est bien d'avoir le courage, mais si on n'a pas l'exécution derrière, c'est débile et ça s'appelle même du suicide. Je suis désolé, je suis peut-être un peu cru dans mes mots, dans mes paroles, mais en fait c'est ma manière de voir la chose. Et en fait, encore une fois, je le souligne, c'est qu'il y a quand même les vies de chaque personne qui sont en jeu. J'exagère peut-être sur certains trucs, mais sur ce spot là par exemple, il y avait vraiment sa vie qui était en jeu. Sur le Phoenix Splash où elle retombe sur Mina, comme j'ai dit, ça va, c'est que les dents, mais en fait elle met en danger les autres et elle se met en danger elle-même. Donc je vois pas l'intérêt de faire ça. Et évidemment on lui souhaite le meilleur, mais c'est juste qu'il y a beaucoup de choses dont elle est toujours pas capable. Elle est beaucoup praise par les fans, etc. Mais elle est encore beaucoup trop hésitante. Elle a beau avoir le courage, c'est hésitant. Et en plus de ça, elle est pas capable de faire des choses avec des grosses prises de risque. Donc il faut pas le tenter du tout. Je suis désolé, Saya Kamitani, mais
commence par améliorer ton in-ring, à être moins hésitante, à faire des trucs qui sont plus fluides et mieux t'en sortir in-ring. Et ensuite, petit à petit, tu commenceras les prises de risque et ce genre de choses. Donc c'est pas possible et je veux plus jamais qu'on ait de spots comme ça, surtout par une catcheuse qui en est pas capable. Donc voilà, moi ça m'a surtout un peu agacé en fait parce que du coup ça finit mal. C'est triste pour elle, c'est triste pour tout le monde, pour ses fans aussi. Et voilà, moi ça me fait mal au cœur pour elle. Évidemment que ça me fait pas plaisir de voir ça. Mais de notre côté, c'est elle qui prend des risques inutiles pour rien et c'est vraiment bête. Donc voilà, je voulais quand même souligner ce propos-là. Évidemment que je suis de tout cœur avec elle et que je lui souhaite le meilleur des rétablissements. Mais je trouve ça quand même important d'en parler, de développer cette opinion-là. Ah, spécialement en phase avec ça, d'autant plus que le spot m'a pas paru si dangereux que ça. Enfin, je veux dire, quand elle se met depuis la troisième corde, avec l'élasticité des cordes, elle dive à l'extérieur, c'est pour moi tout aussi dangereux. Elle n'est pas non plus montée si haut que ça. Et techniquement, on peut aussi. Il y a des gens qui sont censés la réceptionner une fois qu'elle se lance pour son dive. De toute façon, enfin, je veux dire, c'est fini, quoi. Elle tombe sur le coude, elle se blesse en soi, elle y peut pas grand-chose, quoi. Enfin, c'est malchanceux. Enfin, c'est même pas de sa faute, quoi. Enfin, mais c'est peut-être que ça vient du rattrapage, j'en sais rien. C'est un coup de pas de chance. Le spot en soi, il m'a même pas paru dangereux comparé aux dingueries qu'on a eues dans le Steel Cage où t'as Natsuko qui dive du haut de la cage, quand t'as Koguma qui fait des dingueries à sauter du milieu du ring sur une échelle ou du haut de la cage à l'extérieur. Là, oui, il y a un risque, mais qui est gigantesque. Là, oui, certes, c'est risqué, mais franchement, je pense que 99 fois sur 100, elle le fait sans se blesser, quoi. C'est juste la réception qui a merdé quelque part, elle a dû tomber sur le coude, elle s'est pété le coude, mais en soi, ça m'a pas paru dangereux. Après, le truc où je suis d'accord avec toi, c'est que effectivement, c'est pas la catcheuse la plus safe du roster. Ça, c'est évident. On l'a vu à pas mal de fois. On l'a vu pas mal de fois. Il y a des approximations et tout. Mais ouais, ça me fait de la peine pour elle. C'est une catcheuse que j'apprécie. C'est son booking que j'apprécie pas. Enfin, ouais, je suis triste pour ça. Enfin, ça me rappelle. Des blessures que j'ai pu voir aussi dans d'autres shows. Enfin, t'es pas bien. Même Tam, elle pleure à moitié. Tu vois qu'à la fin, elle lui tient la main, elle essaye de la réconforter. On met le kayfabe de tous côtés. Donc, ouais, ça fait chier, quoi. Mais bon, c'est le catch, c'est les risques du métier, quoi. Après, voilà, pour le spot en lui-même, ouais, c'est plus de la faute à pas de chance que un truc inconsidéré pour moi. Ouais, mais en fait, le truc, ce que je veux dire, c'est surtout qu'à chaque fois qu'il y a des prises de risque du côté de Sayaka Mitani, à chaque fois, il y a un problème. C'est pas la première fois. Si ça avait été la première fois, j'aurais rien dit, mais c'est que c'est pas la première fois. Et du coup, surtout qu'en plus, elles étaient beaucoup à la réceptionner. Pourtant, Koguma, elles étaient beaucoup moins quand elle a fait son dive, etc. Je dis pas c'est sa faute, que je veux pas qu'on prenne mal ce que je suis en train de dire. Je veux juste mettre en avant le fait que c'est une catcheuse qui est dangereuse et qui, du coup, pour l'instant, n'a pas l'étoffe pour prendre ce genre de risque. Enfin bon, du coup ensuite il y a Tam qui finit, qui ferme le show, etc., qui fait sa petite promo. Et à ce moment-là, les lumières s'éteignent, on comprend pas ce qui se passe, on se dit ouais, qu'est-ce que c'est. En fait, elle se fait attaquer par derrière. Par une catcheuse qui ressemble vite fait à Xena. Elle m'a rappelé elle physiquement. Et en fait, c'est pas Xena, hein, évidemment. Elle a des espèces un truc bizarre, enfin bref, un look bizarre. Et on voit que Utami est accoudée un peu sur la corde dans le ring, en regardant ça, en étant assez contente. Cette catcheuse, elle prend le micro et elle nous dit que voilà, elle s'appelle Megan Bain, je sais pas quoi,
et que si elle a attaqué Tam, c'est parce que elle aimerait la challenger pour la Red Belt. Bon, Si, euh, si, c'est rigolo, ouais, hein. c'est très rigolo, c'est très rigolo. Mais c'est pas tout, parce que bon, on va pas non plus s'arrêter là. On est chez Stardom après tout. Donc elle dit que ouais, elle veut l'affronter pour la Red Belt. Et Utami, ensuite, elle commence à prendre le micro et elle appelle Mayu. Et Mayu vient et Utami dit à Mayu qu'elle veut la challenger pour le IWGP. Donc voilà, là c'est la cerise sur le gâteau. On est en train de. C'est complètement échangé, c'est-à-dire que une catcheuse Gaijin va challenger pour la Red Belt et Utami va challenger pour une ceinture qui est censée être pour les Gaijin. Je comprends l'idée avec le côté en plus dans le tournoi où il s'était affronté, il me semble, ouais, avec Mayu. Utami est parti aux US et en plus ça fait une grosse affiche pour la popularité, etc. Donc ça fait un petit buzz. Donc je comprends l'idée évidemment. C'est juste que quand on regarde sur le papier, ben en fait c'est pas logique du tout. Mais bon, le problème c'est pas Utami qui challenge au IWGP, mais c'est bien cette Megan Bain qui sort de nulle part d'ailleurs. On est allé checker les stats cage match, hein, mais en fait, elle a fait 130 matchs en l'espace de 7 ans déjà. Donc, déjà, c'est pas si fou que ça. Et la moitié des matchs qu'elle a fait, c'était à la OVW. Donc, c'est-à-dire que, en fait, c'est une promotion qu'absolument personne connaît et c'est une promotion qui est très underground et qui permet aux catcheurs de se développer avant de partir vraiment dans le circuit indie. Évidemment, c'est une promotion indie, mais c'est vraiment le fond du fond, on va dire, qui ensuite permet d'avoir des premiers bookings à droite à gauche. Et ensuite, elle a fait littéralement 7 matchs en 3 ans chez AEW à Dark. Donc, c'est tout ce qu'elle a fait. Elle a fait 60 matchs, je crois, en 4 ans chez Beyond Wrestling. Donc voilà, il n'y a rien de fou. Je sais pas d'où elle sort du coup. Je sais pas où est son background. Je sais pas où est son palmarès. Il n'y a absolument rien. Je sais pas ce qu'elle fait là. Surtout qu'en plus, on a appris qu'elle allait pas rester longtemps. Donc elle vient de nulle part. Personne la connaît, à part Utami. Et elle challenge pour la Red Belt. Et elle va l'avoir. De toute façon, je pense que Miano va aborder tout ça, puisqu'on est beaucoup d'accord, enfin on est complètement d'accord même. Mais en fait, je ne comprends pas l'intérêt d'avoir un tournoi où 20 catcheuses vont s'affronter pendant 3 mois pour avoir une opportunité pour la ceinture de Tam. Quand derrière, en fait, une catcheuse que personne connaît arrive, attaque la championne et dit je veux un match de championnat et l'obtient. Voilà. En fait, elle obtient quelque chose pour laquelle une vingtaine de catcheuses se battent pendant 3 mois et rêvent en fait. Donc il y a plus, on nous casse l'enjeu déjà du 5 star dès le début et en plus de ça pour une catcheuse que personne connaît, puisque si encore ça avait été une grosse catcheuse d'AEW, une Tony Storm, une Paige à l'époque de WWE ou je sais pas, même celle où Julia a battu la Willow Nightingale, même là j'aurais plus été tendance à comprendre. Mais là, je ne comprends absolument pas. Et je crois même que c'est le cas de beaucoup de fans Stardom. Et c'est également le cas de Miano. Miano, je vais te laisser développer tout ça parce que je pense que tu as pas mal de choses à dire. Ouais, je sais même pas par quoi commencer parce que j'ai effectivement beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire. Je passe le fait qu'il arrive, qu'elle fasse une sorte de F5, bah, enfin le F5, hein, parce que voilà, mon niveau d'anglais commence à fatiguer. Après 1 heure de podcast, tu vois, tu sais, je suis un peu vieux, il faut que j'aille me reposer. Après, voilà, elle fait une sorte de F5 sur Tam qu'elle est obligée de vendre une demi-heure, le temps que les promos de l'une et de l'autre se fassent. Et il y a plein de choses qui me dérangent. Utami qui veut un title shot à la IWG. Pourquoi pas? On sait que c'est un, on va dire, international. Elle revient des États-Unis. Pourquoi pas? Elle vient avec quelqu'un. Et bien que ce quelqu'un qui en plus de ça est étrangère, on a un titre strong. Mais comme ça, Utami et Megan, à un show New Jap, on fait les deux défenses, Utami contre Mayu et Megan contre Julia. Et basta, voilà, c'est fait pour ça quand même, non? Et à la place de ça, on va avoir le titre, on va en parler un peu après, mais le titre IWGP qui va être défendu sur un show Stardom, bien évidemment.
Et on va avoir du coup cette fameuse Megan qui va du coup avoir son title shot à la Red Belt. Moi, ça sur un show Stardom, c'est normal. Mais comme tu l'as dit, elle vient, elle challenge à la Red Belt. Donc même si c'est Schwarzenegger, moi j'en ai rien à carrer. Tout ce que je vois, c'est que c'est 0 match dans la Fed, title shot à la Red Belt. Azumi, 10 ans dans la Fed, 600 matchs dans la Fed, 0 title shot à la Red Belt. Donc bah voilà, ça me gave. Après, je sais bien évidemment qu'elle va paumer, j'ai envie de dire heureusement, il manquerait plus que ça. Et ouais, j'en ai marre. Enfin, il n'y a pas besoin de ça. Il y a pas besoin de faire ce genre de choses. On se tape des 4 contre 4, des 5 contre 5 dans des shows de gymnase. On ramène encore du monde pour challenger à la Red Belt. On ne pouvait pas trouver quelqu'un qui n'est pas dans le 5 star, avoir un petit peu d'imagination. Saki Kashima. Exemple. Non, mais regarde, un exemple, on va dire, possible. À condition que Sendai aurait accepté. On a Natsupoi qui s'est fait déboîter chez Sendai par Hashimoto. Sam aurait pu dire, bon, Hashimoto, t'as déboîté ma copine, je te challenge et pour que tu acceptes, je mets la Red Belt en jeu. Elle n'est pas dans le 5 star, elle est contractée ailleurs. Ça fait un gros match. À la limite, si tu veux protéger Sendai, tu fais un draw. Et puis voilà, t'as une défense qui est un petit peu construite avec un truc qui peut avoir un rapport, puisque t'as Natsupoi qui est allé chez Sendai, elles sont dans le même clan, voilà, tu peux faire un truc un petit peu réfléchi. Là, tu m'amènes une américaine out of nowhere, là, qui vient, qui challenge, non, 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 non. Non, j'ai pas envie, j'ai pas envie de voir ça. Il me semble que c'était quoi, il y a 2 ans, 2 ans et demi, quand dans le We Are Stardom, il y avait quelqu'un qui avait dit s'il vous plaît, allez chez AEW. Moi, j'avais répondu Please don't work with AEW. Et We Are Stardom a carrément liké le tweet. C'était il y a 2 ans. Il y a 2 ans, il likait des tweets Please don't work with AEW. Ben, je pense que l'eau a dû couler sous les ponts et voilà, la porte ouverte. La porte ouverte. Ben voilà, la Forbidden Door. On va y avoir le droit, puis tu sais, quand tu commences à donner un petit morceau, ben, ça prend un plus gros morceau que ce que tu as envie de donner, et on est là-dedans. C'est-à-dire qu'on se disait, bon, allez, le titre IWGP, bon, si ça reste à la New Jap, tant que ça ne job pas trop, allez, bon, ça va. Là, qu'est-ce qui se passe? C'est défendu chez Stardom. Il l'avait annoncé hein, que ça aurait pu se faire, mais on s'est dit, bon, il va quand même faire ça chez New Jap, même pas. Et puis on s'est dit, bon, allez, c'est les étrangères, ça vient, ça challenge pour les WGP, pour le Strong, pour la SWA, RIP la SWA. Allez, ça va. Et maintenant, il y a le droit pour la Red Belt, ça y est. Bah alors là, la porte, elle est plus ouverte, elle est défoncée. Elle est enfoncée. Non. Ouais, non, non, puis non, non. On parle de la Red Belt, comme tu l'as dit, tournoi du 5 star, tu te bats pour avoir un title shot, et là, t'as n'importe qui vient et qui dit je challenge. Moi, je sais pas, je suis les 20 autres catcheuses qui sont dans le tournoi, je monte sur le ring, je lui casse la gueule et puis je lui dis, bah casse-toi quoi. Ou gagne le 5 star, mais enfin, ça a l'air de choquer personne. Tu te bats pour un tournoi, il y en a une qui vient, je te challenge, et tout le monde est, bah ok. Bah, je sais pas, monter sur le ring, déboîter là et lui dit, bah vas-y, bats-moi avant quoi. Enfin, mais non, là on va avoir une petite défense comme ça. Tam va conserver, bien évidemment. Ça va faire un pay-per-view avec des défenses de titre, classique Stardom, et puis voilà quoi. Enfin, on va nous dire qu'on fait une montagne pour rien, puisque ça lui donnera un petit peu d'exposition, ça donnera une défense de transition à Tam. Au final, personne n'est perdant. Bah, en soi, c'est pas faux non plus, personne n'est perdant. C'est juste que moi, ça me fait chier, quoi. Ouais, pareil. Et puis bon, l'exposition, cet argument, on nous le ressort à toutes les sauces, pour tout et pour rien. Et l'exposition, je veux bien qu'on l'ait, mais à condition que ce soit bien booké. Si elle était là encore dans tout le 5 star, bon après remporter le 5 star ça aurait fait beaucoup, mais au moins que, comme j'en avais parlé sur le Discord, je sais plus avec qui c'était, que ça me rappelait vite fait très rapidement Avari quand elle était venue pile pour le 5 star en plus en juillet. Elle a fait son 5 star et avant de partir, elle a eu un match pour le titre Wonder contre Arisa Oshiki. Ça n'a pas duré longtemps, mais en tout cas au moins elle a participé au 5 star. Elle s'est faite connaître un petit peu et derrière elle a eu un match pour le titre Wonder qu'elle a certes perdu mais qui lui a donné un peu d'exposition, etc. Et c'est parfait. Honnêtement, je suis pas pénible, je veux bien accepter, mais que derrière il y ait quand même quelque chose qui a un minimum de légitimité. Et si encore, c'est pour ça que je disais, si ça avait été une grosse catcheuse, la légitimité, elle est un minimum là, puisque si c'est une Toni Storm, une Paige ou même Ember Moon, Athena, je veux dire,
je comprends, puisqu'il y a quand même le gros nom que c'est, donc elle n'a pas besoin d'avoir spécialement catché dans la Fed pour qu'on comprenne l'importance et qu'elle ait de la légitimité. Même si ça fera peut-être pas plaisir à Miano, et je pense que de toute façon ce serait tout un débat. Mais ce serait une grosse affiche qui ferait vendre, et là du coup on aurait l'exposition. Mais là c'est une catcheuse qui fait absolument pas vendre, qui a aucune, elle a aucun background, elle a aucun palmarès, elle a rien, personne la connaît. Euh, J'imagine il y a peut-être des fans hardcore ou je sais pas quoi qui la connaissent, je veux bien, mais ils sont en grande minorité, il faut dire les choses. Et il y a juste à checker son profil Cage Match pour voir à quel point est-ce qu'elle est connue. Donc voilà, moi en fait ce qui m'énerve c'est le côté légitimité. Et en plus de ça, un autre point que je voulais aborder, c'est le fait que ce soit une gaijin. Pourquoi est-ce qu'une gaijin est ramenée par Utami? Certes, elle a fait son tour là aux US, mais en fait, depuis quelques temps, depuis le mois de novembre, on nous met en avant que toutes les gaijin passent par Club Venus. Là, je parle pas en tant que fan ou quoi, je parle en termes de booking, en termes de logique. Pourquoi est-ce qu'on nous ramène une gaijin par Utami et pourquoi pas ne pas l'avoir fait passer justement par Club Venus, puisque ben, c'est quand même le clan qui est là pour ça de base, c'est l'identité même du clan, le côté international. On rappelle que quand même Mina l'a formé de cette manière-là en disant qu'elle partait à l'aéroport pour un truc je sais plus quoi international, donc ça s'est bâti de cette manière-là. Donc là elle est ramenée par Utami, donc Utami, qu'est-ce qui se passe maintenant? Elle aussi elle va ramener des gaijin, donc où est l'intérêt de Club Venus? Et en plus de ça, je trouve que c'est quand même un très gros manque de respect pour une Mariamé qui, elle, se bat depuis si longtemps et n'a jamais eu d'opportunité comme ça, alors que ben, je suis quasiment certain qu'elle est meilleure qu'elle dans le ring. Et en plus de ça, ben, elle a tous ses matchs chez Stardom. Stardom, elle dit à quel point c'est son rêve depuis si longtemps, etc. Elle se bat pour ça. Et elle a même plus de légitimité que cette nouvelle qui est arrivée. Donc ça m'énerve aussi de ce côté-là. Donc il y a énormément de choses qui m'énervent dans ce segment. Et voilà, ça fait plaisir de voir que je suis pas le seul au vu de tout ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux. Ouais, moi, le seul problème, c'est la Red Belt. Tu l'as fait challenger au Strong ou IWGP, je m'en fous. La Red Belt, c'est un gros nom, quoi. Tu fais quand même deux titres qui sont là pour ça et le challenge pour aucun des deux. Donc bon, qu'il Ouais. soit connu ou pas, je m'en tape. Aurait été connu, ça lui aurait donné la légitimité pour le faire, mais j'en sais rien. Le Strong, il sert à quoi? Mayu en sait rien, donc je vais pas lui demander. Et voilà, ça aurait été parfait pour ça. Mais non, en Red Belt, bon bah ouais, c'est la fête, hein. Et puis bon, Mariamé, elle a qu'à gagner le 5 star vu qu'elle a gagné sa place. Non, mais bon, Mariamé, elle avait quand même dit à Mayu qu'elle voulait la challenger pour l'IWGP, hein. La pauvre, elle en a jamais vu la couleur. Oui, bah Ina a toujours pas vu la couleur de son shot aux artistes non plus, hein. Ouais, ben Rina et Anan aussi, du coup. Donc, bah, écoutez, voilà, c'est tout pour cette première nuit du 5 Star, donc qui commence très fort. Je sais pas si tu te rappelles, mais dans le dernier épisode, je t'avais dit, on n'est pas à l'abri que Rossi nous fasse des dingueries. Et effectivement, ça a pas manqué. C'est comme ça tous les ans, chaque première nuit, à chaque fois, je suis extrêmement surpris. Et j'oublie à chaque fois, chaque année, à quel point j'ai été déçu la première nuit. Je me rappelle jamais à chaque fois, pas j'en tire du positif, mais je me rappelle surtout du côté important que ça avait été, etc. Parce que c'était la première nuit, tout ça, qu'on avait des bons matchs. Mais j'oublie très souvent à quel point j'étais exaspéré devant les résultats. Donc ça me fera... là, je pense que ça m'a bien fait les pieds pour l'année prochaine. Et maintenant, voilà, on sera fixé et vous le saurez que Rossi il est capable de ce genre de dinguerie pour la première nuit du 5 Star. Du coup, on va faire vite fait un petit récapitulatif sur les points actuels. Donc, dans le bloc rouge, on a Tam qui a 2, Mayu qui a 2, Azuki Sayaka Mitani à 0, Natsupoi à 2, Syuri à 2, Amisure à 0, Natsuko Tora à 2, Starlight Kid et Suzu Suzuki à 0. Et du côté bleu, on a Anan à 0, Utami à 2, Azumi à 0, Julia à 1, puisqu'elle a fait un draw avec Saori Anou. Ensuite, on a Maika à 2, Mirai et Mina à 0, Mariame et Momo à 2, et Saori, comme je l'ai dit, à 1 du coup. Donc voilà, pour l'instant c'est tout. On a le prochain show qui sera le 29, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, le 29. Qui sera retrouvé sur le Stardom World, puisque c'est pas en pay-per-view, c'est en direct pour ceux qui nous le demandaient.
Bon, je vais pas dire les matchs qu'on a dessus, puisque bon, c'est pas que c'est pas important, mais c'est qu'il y a beaucoup de matchs. Enfin, il y en a trois qui ont été annoncés pour l'instant, et bref, de toute façon, on y reviendra sûrement au cours de la prochaine semaine. De toute façon, c'est le seul en plus de la semaine, le seul show de la semaine, donc c'est pas mal pour nous en tant que fans, c'est pas mal pour nous en tant que podcasters, et c'est pas mal pour les catcheuses aussi, ça leur permet de se reposer, donc voilà. Ce sur quoi je voulais qu'on revienne, c'est le prochain du coup gros pay-per-view qu'on va avoir chez Stardom, le Stardom X Stardom, qui est quand même un pay-per-view historique dans la promotion et qui d'habitude a lieu en juillet. Donc là, il a lieu au milieu du 5 star, donc déjà ça me pose un souci. Mais en plus de ça, on a la carte que je revienne. Voilà, donc déjà la carte, ça commence avec. On va commencer avec un match pour le 5 star dans le côté rouge, Starlight Kid contre Natsuko Tora, donc ça va être intéressant. Un match intra-unit, donc c'est plutôt cool. Ensuite, on a Saki Kashima qui va défendre contre Koguma. De toute façon, on l'avait rappelé dans le dernier épisode ce qui s'était passé. Donc voilà, de base, ça devait être Mei Seira, mais Koguma est venue et tout. Elle a dit qu'elle voulait challenger. L'histoire entre Mei Seira et Saki Kashima continue. Koguma vient lui voler le spot comme l'a fait Fuki Gendes. Et du coup, on a Saki Kashima qui vient défendre son titre contre Koguma. On a les championnes Goddess qui vont défendre contre Natsupoi et Saori Anou. Pareil, c'était dans le dernier Shokorakuen, on l'a abordé dans le dernier épisode. Donc voilà, on va pas y revenir plus en détail. Le fameux Mayu contre Utami qui du coup a été officialisé. Et ensuite en main event, Tam Nakano qui va défendre contre Megan Bayne. Donc voilà, on y reviendra, on fera nos pronostics. Mais du coup, voilà, on a tout ça qui a été annoncé. On a également en annonce le prochain pay-per-view du 19 dont j'avais commencé à vous parler. On a eu les deux X qui ont été officialisés. Donc du côté de Nanae et Momoe, elles seront avec la légende, c'est une vraie légende en plus, Jaguar Yokota. Et en face, elles seront face à Momo Watanabe, Starlight Kid et le deuxième X qui est Yu du coup. Donc ça c'est un truc contre lequel voilà, je comprends absolument pas. Pourquoi Yu Parce que pour une surprise déjà, l'effet de surprise il est pas fou. Mais en plus de ça, Yu, elle est quand même censée être en équipe avec Nanae, donc où est l'intérêt? Elle a aucun rapport avec Starlight Kid et Momo, elle a aucun rapport dans l'histoire, donc pourquoi Yu? Et je suis désolé, mais ça casse toute ma hype. J'aurais beaucoup aimé une Haruka Umezaki, déjà parce que je l'aime beaucoup, mais en plus de ça, parce qu'il y a beaucoup plus de logique, puisqu'elle est dans Oedo Tai, avec Starlight Kid et son championne par équipe quand elle est en tant que Karma. Donc ça aurait plus de sens. En plus, on aurait pu avoir ce côté ancienne génération contre nouvelle génération, ça aurait été incroyable. Mais bon, voilà, Stardom. Stardom. Ensuite, on a le New Blood aussi, où on a eu 2-3 annonces du coup. On a Lady C qui va affronter Kohaku, donc Kohaku qui va revenir. Je suis content, j'en avais parlé dans le dernier New Blood en disant que c'était plutôt sympa ce qu'elle avait fait et que j'espérais la revoir. On a Mei Seira et Suzu Suzuki contre Hanan et Ina, donc ça peut être intéressant. Ensuite, on a un Cosmic Angels Membership Assessment Match, Yuna Mizumori contre Natsupoi. Donc c'est pour l'évaluer, voir si Yuna Mizumori elle a les capacités pour rejoindre Cosmic Angels. On a Miyu Hamasaki qui apparemment son 5 match trial n'était pas fini. Je croyais qu'on a vu le dernier la dernière fois, mais apparemment non. Donc elle va affronter Saori Anou. Donc voilà. Pourquoi pas, en vrai le match peut être sympa, mais c'est juste que j'en ai ras le bol de son truc en 5 match trial. Là ça fait plus d'un an que ça dure, c'est trop. On a un Passion Injection match, ça fera plaisir à Miyano. Nanae contre le gorille Sayaida. Donc Alors ça peut que être cool. bon, Saya Ida a quand même pas besoin d'injection de passion, ce qui fait en avoir de la passion pour jobber. Je pense que la passion, elle en a suffisamment. Ouais, mais bon, elle va lui mettre un petit coup de passion en plus. Peut-être que ça va la booster et lui faire gagner 2-3 matchs. J'espère. Et ensuite, en main event du coup du New Blood, le 18 août encore une fois, on a Rina qui va défendre contre Oaka.
Voilà, encore une fois, je suis quasi certain que c'est Waka qui va gagner. Et je trouve ça complètement bête puisque en fait c'est trop tard. Elle aurait pu gagner le titre juste après le Cinderella, ça aurait été parfait avec toute la hype, etc. Mais bon, on connaît Stardom, toujours en retard sur ce genre de choses et c'est pénible à force. Donc en fait il y aura plus de hype et je trouve ça bête. Tout le monde sera content évidemment parce que d'habitude elle gagnait pas et qu'elle aura enfin un titre, etc. Donc ce sera cool, mais sans la hype qu'il y avait à l'époque. Et c'est bête parce qu'ils sont passés à côté de ça. Donc voilà, c'est tout pour toute la partie Stardom. On reviendra de toute façon au prochain épisode sur ce qui s'est passé dans le 5 star. Comme toujours, on vous fera la review et on vous mettra au courant. Et je pense qu'on peut on peut passer sans plus tarder, pardon, à la partie seedling. Donc vous connaissez la chanson, c'est Seedling, donc Miano, je te laisse la parole. On est au Shinkiba, donc c'est le 26, ou c'était le 26, ça dépend quand vous écoutez. Donc là, on est dans le Bingo Seed au Shinkiba, donc format 4 matchs traditionnel. On commence avec ce qui ressemble, comme je l'avais annoncé, à un match 5 séries pour Kakeru Sekiguchi en simple, qui cette fois fait face à Hiroyo Matsumoto, ancienne championne tag, ancienne championne solo. Donc traditionnellement, dans ce type de série, généralement, tu perds. Une championne tag et solo, ça devrait se dérouler comme ça. Il n'empêche que je suis extrêmement content de voir ce match et de très très bonnes catcheuses. En opener, ouais, peut-être 10-15 minutes, ça va être top. Kakeru va montrer une nouvelle fois tout son talent et Hiroyo va gagner à la fin. Mais en tout cas, ça va être un bon match de catch pour débuter. Ouais, bon, enfin, moi c'est Kiguchi, j'y arrive pas du tout, mais j'aime beaucoup Hiroyo Matsumoto, donc je pense que ça peut faire le taf. Ensuite, on passe à un gros bordel, le High Speed 6-way match. Alors là, on a du beau monde sur la carte avec bien évidemment Rapidita qui est présenté au centre de la match card avec à sa gauche Makoto et Asuka qui ont récemment perdu les titres face aux Twin Berries. Il y a bien évidemment Misa Kagura qui est de retour. Je sais pas s'il était malade ou blessé, mais en tout cas, elle n'avait pas pu participer au dernier High Speed, donc du coup, elle est bien sur la carte. Et il y aura également Ayame Sasamura, nouvelle championne tag, je viens de le dire, et Ryo Mizunami, donc il y a un match high speed à 6, probable que ça soit à élimination. Donc voilà, ça va être, ça va être un beau bordel, ça va être amusant, ça va être fun. Qui va gagner, j'en sais rien. Rapidita sera sûrement au bout, est-ce qu'elle va gagner, je sais pas. Mais ouais, on va mettre petite pièce quand même sur Rapidita, parce que voilà, c'est fun, à moins que tout le monde lui tombe dessus, mais en tout cas, ça va être rigolo. Ah ben moi en fait quand j'ai vu la carte, enfin la match card au tout début, j'ai mal lu, enfin j'ai juste regardé très rapidement en diagonale quoi. Et du coup en fait je croyais que c'était un match 3 contre 3 donc évidemment j'étais absolument pas hypé. Et je comprenais pas pourquoi du coup Rapidita était aussi au milieu de tout ça, mais en fait ouais, si c'est un high speed six man, enfin six woman, ça passe très bien. Et ça me hype déjà beaucoup plus puisque je préfère largement les matchs en solo. Et je pense que ça peut être fun en plus de cette manière-là. Donc, ouais, un match à 6. Et je pense que Rapidita va sûrement remporter. Et ensuite, on passe au match pour célébrer le troisième anniversaire de carrière de Riko Kaiju. Et qui est l'affiche Riko Kaiju contre la prodige Miyomomono de Marvelous. Donc un 1 contre 1. J'ai hâte de voir ça. Ça va être énorme. Riko Kaiju Miyomomono. Donc voilà, grosse hype. Ça va être en plus le seul match où ils auront le droit de balancer les serpentins à l'entrée. Donc ouais, ça va être top. Je pense que Mio va gagner puisqu'elle est championne AAAW là. Donc, mais bon, ça va être fantastique. Franchement, ouais, grosse affiche. Je suis vraiment hypé, honnêtement, par ce match. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. J'aime beaucoup les deux catcheuses. Même si Mio Mono, je la connaissais très peu avant. Mais grâce à Strong Stylish, où j'ai pu faire une petite réaction live, j'ai pu la découvrir un petit peu plus. Et elle est très cool. C'était d'ailleurs contre Hashimoto, si jamais vous voulez aller faire un tour.
C'est sur leur Patreon. Et ensuite, j'aime beaucoup Riko Kaiju aussi. C'est probablement une de mes préférées, je pense, chez Seedling. Elle fait bien le taf, c'est une très bonne underdog et c'est tout ce qui m'intéresse. Donc voilà, j'aime beaucoup les underdogs. Et elle joue son rôle à la perfection. C'est une très bonne catcheuse. Donc voilà, je pense que ça va être un très bon match et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais pour ma part, je pense que Rico va remporter. Je pense pas que le fait que Mio ait un titre soit spécialement important. Je pense pas qu'ils en aient tant que ça à faire du fait que il faille la protéger, etc. Du fait qu'elle soit championne. Je pense que c'est surtout la championne tag qu'ils vont vouloir protéger vu qu'elle vient de gagner les titres. Donc voilà pour ma part. Main evento, préparation du match de titre entre Arisa et Sari au mois d'août au show anniversaire au Korakuen. Donc on a Arisa Nakajima avec Itsuki Aoki contre Sari et Riko Kawata. Donc Itsuki Aoki et Riko Kawata qui ont challengé à la Red Belt en début d'année. C'était d'abord Riko, ensuite Sasamura, ensuite Aoki. Donc voilà, en plus Itsuki Aoki et Arisa Nakajima se sont montrés pas mal de respect lors du dernier show où Arisa a conservé justement contre Aoki. Donc voilà, l'affiche est belle, ça permet de préparer et de booker gentiment le show anniversaire au Korakuen. C'est Seed, donc je ne sais pas qui va gagner, il n'y a pas pour le coup pas de classique seedling. Ils sont capables de construire la championne hyper forte, de lui donner l'avantage pour ensuite perdre contre Sari derrière, puisque c'est ce qu'ils avaient fait avec Makoto et Asuka qui avaient gagné leur match en simple contre Ayame et Riko avant de perdre le match tag. Ils peuvent faire gagner Sari sur Itsuki Aoki pour lui donner l'avantage. Après, Sid, ils sont courageux dans le booking, ils peuvent très bien faire perdre Arisa Nakajima. Donc, sincèrement, je ne sais pas sur quoi Natsuki Tayo va partir, hein, puisque c'est elle qui book ça. Donc, c'est extrêmement ouvert. Donc, je sais pas, j'ai bien envie de tenter une pièce sur la victoire d'Arisa Nakajima. C'est un petit peu osé, parce que je pense quand même que ça arrive à gagner, mais j'ai envie de tenter le contre-pied. Ça m'arrive souvent de me planter pour Sid, donc je vais partir un petit peu à l'inverse de ce que je pense évident, et je vais mettre une pièce sur Arisa. Parce que je la vois pas spécialement conservée contre Sari au vu de ce qui a été annoncé. Mais tant que Sid ne communique pas là-dessus, je refuse d'en parler. Donc, je vais mettre une pièce sur Arisa pour le show de demain. Euh, bon, pour ma part, l'affiche est logique, mais à mes yeux pas intéressante. Enfin, genre, je suis vraiment pas intéressé par le match, puisque j'aime très peu Itsuki Aoki et Riko non plus. Donc, moi, tout ce qui va m'intéresser, c'est Arisa contre Sari quand ça aura lieu en 1v1. En attendant, ben voilà, je vais pas être passionné par le match, je me connais. Et je pense que je vais aller vers la simplicité en disant que Sari va pin Itsuki Aoki. Et que du coup, voilà, elle va pouvoir terminer le show avec une petite confrontation Sari à Arisa Nakajima pour hyper tout ça pour le prochain gros show. Donc voilà, moi pour ma part. En tout cas, on verra. C'est demain en fin de matinée. Donc, merci les vacances. Je vais pouvoir regarder ça live. C'est voilà, seedling.com maintenant, c'est plus live pour pouvoir acheter le show. Ou sinon, il sortira sur le Seedling Movie un mois après pour un abonnement pour une somme dérisoire pour la fête. Donc, voilà, si vous pouvez, n'hésitez pas. Et bien sûr, on en fera une petite review au prochain. Ouais, on y reviendra. Et je viens juste de voir, je crois que je l'avais pas mentionné, mais apparemment je crois que ce sera pour le match de Rico, c'est son match de ses 3 ans, je sais pas si c'est de carrière. Et si, Euh, ah ouais? il me semble l'avoir abordé dans la preview en disant que c'était le match du troisième anniversaire de carrière de Rico, mais j'ai peut-être oublié, en tout cas c'est bien le cas. Je sais plus, ok, ok, ok. Bah écoutez, c'est tout pour la partie seedling et on va terminer comme toujours de manière classique avec la recommandation 5 star de cet épisode. Donc c'est parti. Donc pour la recommandation de match, je rappelle, vu qu'on est dans la période du 5 star chez Stardom,
on s'est dit qu'on allait recommander un match de 5 stars. Donc pour ma part, je vais retourner encore une fois dans mon 5 star préféré de l'histoire de la promotion, le 2019, où on avait c'était Arisa Oshiki qui affrontait Bea Priestley. Évidemment, voilà, Arisa Oshiki qui est une catcheuse, enfin même ma catcheuse préférée. Donc évidemment que j'allais pas passer ce match. Surtout qu'en plus il a un petit peu d'histoire, enfin une histoire un petit peu fun, qui ensuite a mené à beaucoup. Enfin, en gros, elle s'était un petit peu taclée sur Twitter et Arisa avait dit que si elle battait Bea Priestley, elle pourrait avoir le move qu'elle veut de Will Ospreay, enfin qu'elle pourrait s'entraîner avec Will Ospreay, puisque à l'époque Bea Priestley et Will Ospreay étaient ensemble. Et du coup, elle a. Ouais, non, je vais pas vous spoiler. Mais voilà, du coup, vous saurez un petit peu pour le match. De toute façon, si je vais vous spoiler, tant pis. C'est un peu logique, de toute façon. En plus, surtout si je mentionne cette histoire-là. Mais oui, du coup, Arisa remporte et ça lui permet d'avoir le host cutter dans son moveset. Donc c'est trop bien, ça apporte un nouveau move. Pour tous ceux qui disent qu'elle fait que des kicks ou des knee strikes, ben voilà, c'est un autre move qu'elle sait faire, comme le Adamas, comme le Diamond Cutter, etc. Donc c'est super. Et je vous invite vraiment à voir ce match parce qu'il est très bon. Il y a un petit peu d'histoire comme ça qui est assez fun en plus. Et voilà, et c'est un match que j'affectionne particulièrement dans la carrière d'Arisa en dehors de ses défenses de titre. Donc voilà, allez voir ce match, il dure pas longtemps et il est super. Je vais même aller plus loin. Allez voir l'année de catch 2019. C'est une année exceptionnelle. Pas que chez Stardom, même chez Sid, c'était où Takumi était championne. Après, c'était Arisa. On a eu le R versus R. Enfin, il y avait vraiment que des dingueries de partout en 2019. Il y avait aussi une grosse Ice Ribbon. Enfin, voilà, 2019, c'est vraiment une très très belle année pour le catch. Voilà, si vous avez le temps, replongez-vous dans ces années. C'est vraiment des bons moments. Surtout chez Big Japan aussi. Euh, pour, pour ma part, 2021, Korakuen Hall, c'est un match du coup de 5 stars puisque c'est le thème du jour. Utami était championne à cette époque-là, on le rappelle, et Konami l'avait battu. Donc voilà, pourquoi Konami n'a pas eu de titre solo, ben, je ne pourrai jamais répondre à cette question. Mais en tout cas, voilà, victoire de Konami sur la championne dans le 5 star. Donc c'était une habituée d'ailleurs de ce genre de performance. Il n'a pas toujours eu droit au title shot qui suivait derrière, mais voilà, de voir Konami comme ça battre la championne, ça fait toujours plaisir. Voilà, c'était en 2021 au Korakuen, donc voilà, si c'était pas très long en plus, donc si vous pouvez aller faire un tour, allez-y. Ouais, évidemment, Konami qui nous manque un petit peu quand même. Donc allez faire un petit tour, ça rappelle ses bons matchs, ça rappelle ses bons souvenirs, peut-être pas, parce que 2021, on commençait à peine à remonter la pente par rapport à tout ce qui s'était passé, surtout en 2020 avec le Covid et tout, où on a eu un booking absolument atroce. Mais bon, on était en train de remonter la pente et puis en plus c'est Konami, donc ça fait longtemps qu'on la voit pas. Donc voilà, retourner voir un petit match de Konami, ça fait toujours plaisir. Et Euh, apprécier le theme song aussi, parce que quel theme song, hein. c'est vrai que son theme song, je l'aimais beaucoup. Ben écoutez, c'est tout pour cet épisode. Merci à tous d'avoir écouté. S'il y a des nouvelles personnes qui nous écoutent, merci à vous d'avoir écouté. J'espère que ça vous aura plu et que vous avez apprécié notre duo et que vous avez malgré tout apprécié ce qu'on disait, puisque évidemment il y a beaucoup de choses qu'on tourne sur le ton de l'humour, etc. Mais on essaie toujours de développer des choses intéressantes. On n'est pas là juste pour haïr certaines décisions de booking et tout, juste qu'on parle en Ah bon. fonction de... Non, mais juste on parle en fonction de nous et de nos préférences personnelles et de notre vision des choses qui évidemment est pas la même pour chacun. On réagit tous d'une manière différente, pardon. Donc voilà, évidemment, tout est à prendre avec des pincettes, etc. Et dans tous les cas, je pense que c'est intéressant de nuancer ses propos et d'entendre différentes opinions. Donc voilà, j'espère malgré tout qu'on vous aura fait rire ou quoi. Donc voilà, j'espère que vous serez là peut-être pour les prochains épisodes. Et à tous nos fidèles auditeurs, un grand merci à vous tous. Comme toujours, ça nous touche beaucoup.
Si jamais vous êtes au bout de cet épisode, n'hésitez pas à mettre une petite note juste en dessous. Sur Spotify et sur Apple Podcast, c'est faisable. Donc voilà, je vous invite vivement à le faire. Nous laisser un petit commentaire, pourquoi pas sur YouTube, pour ceux qui écoutent sur YouTube. Comme toujours, on y répond. Ça nous fait très plaisir de voir vos retours et vos reviews. Donc voilà, merci à tous. Et on se retrouve au prochain épisode. Ciao tout le monde. Vous êtes grands, vous êtes tous très grands aujourd'hui. À bientôt.